Bonjour tout le monde, bienvenue à tous à cette première conférence qu'on a essayé de monter et qui semble avoir un succès plutôt positif, on va dire. Avant des remerciements généraux, je vais laisser la parole à Madame Frédérique Vidal, qui est la présidente de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, et qui va donc nous dire quelques mots sur cette conférence. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Excellente idée d'organiser cette conférence sur l'erreur et le doute dans les sciences s'entendant évidemment au sens large. Les sciences, c'est ce qui préoccupe et ce qui occupe l'ensemble de l'université Nice-Sophia Antipolis, qui est une université pluridisciplinaire. Un grand merci aux organisateurs, alors Émilien Cornillon et Bastien Vergoni, que j'ai eu l'occasion de connaître dans une autre vie, et puis Chloé Daudier, que je n'ai pas eu l'occasion de connaître dans une autre vie, mais que je salue, et je voulais vraiment vous remercier tous les trois pour avoir proposé d'organiser cette conférence débat. Remercier aussi le BDO Sciences, l'association des jeunes chercheurs 06, l'école doctorale STIC, le collège des études doctorales, pour le soutien qu'ils ont apporté à cette manifestation. Et puis aussi remercier les conférenciers qui vont être avec vous ce soir. L'erreur et le doute dans les sciences, c'est une vraie question. Souvent le doute, j'ai envie de dire, prémunit contre certaines formes d'erreur. Difficile de se prémunir contre toute erreur, mais si on ne doute pas, évidemment, on fait probablement beaucoup plus d'erreurs que si on doute. Et je crois que le doute, c'est une caractéristique, un état d'esprit dans lequel il est important que l'ensemble de la communauté universitaire soit en permanence, parce que c'est en restant vigilant, en restant titillé par l'idée du doute, eh bien que l'on maintient la qualité et la rigueur qui sont nécessaires à l'exercice d'une profession scientifique, là encore au sens large. Donc merci à tous d'avoir organisé cette soirée. J'ai envie de vous dire un petit mot plus particulier sur le fait que nous sommes depuis maintenant 15 jours identifiés comme l'un des sites d'excellence dans le paysage universitaire français et international, grâce à l'initiative d'excellence que nous avons remportée. Sachez que nous avons probablement remporté cette initiative d'excellence parce que nous n'avons pas commis l'erreur de ne pas douter. Et puisque nous avons douté, nous avons travaillé plus encore pour être finalement meilleurs et finalement lauréats. Je tenais tout de même, je n'ai pas la bonne diapo. Petit souci technique, j'ai la bonne diapo. Tout de même à rajouter donc un remerciement tout particulier quand même à tout ce qui tourne autour de l'université, donc bien entendu l'université en général, mais aussi les UFR, donc la faculté de médecine et la faculté des sciences qui nous permettent aujourd'hui d'enregistrer et d'avoir un amphi de bonne qualité. C'est toujours important d'être soutenu dans nos actions et c'est aussi pour ça que je tenais vraiment à souligner leur aide inconditionnelle. On va passer donc à la conférence proprement dite avec ces messieurs pour parler du doute et de l'erreur en sciences. Donc j'ai quelques notes, mais 3 fois rien parce que je me suis dit qu'on allait marcher à l'inspiration ce soir. Enfin, aujourd'hui. Donc voilà. Donc dès que ça fonctionne, on aura des belles images derrière nous. Il y a besoin de... Non, il n'y a pas besoin. La clé pour ta souris, c'est bon ? Eh ben, tu le branches dessus, comme ça on switch. Ouais. Bastien. Bon, techniquement, on est un petit peu arrivé il y a 20 minutes. Voilà. Parce qu'on arrive du nord, le nord. Voilà. Le nord-est. Le nord-est, C'est nord à mauvaise presse depuis quelques années. C'est la Lorraine, dans le nord. Voilà. On a froid, s'il vous plaît. Donnez-nous des pièces, qu'on paye le chauffage. Voilà. Bon, bah là j'ai meublé, mais bon. Allô ? Très bien. Est-ce que tu nous chantes quelque chose, Vlad ? Je pourrais ? À qui est-ce que je dois donner le montant de mon cachet ? Il ne s'est rien passé. C'était une illusion. Tout va très bien. Votre cerveau vous trompe ? C'est un complot du cerveau très très agile et gracieux. La violence. C'est très la violence. Bien.
Donc, Je me sens tellement nain avec. cette soirée va s'articuler en 4 parties. Pourquoi ne t'installes-tu pas là? Je sais pas. Installe-toi près de C'est moi. la place de l'argent. Parce que si j'ai ça devrait marcher. Hein, non. Regarde, si je fais ça, toi. Très Regarde. malin. Partie 1, très le malin. doute méthodologique. Parce que... Pourquoi il part si loin? Reviens Raymond. Est-ce que vraiment je sens le pâté? Il faut me le dire. Il faut être franc. Il faut être franc, Dimitri. Mais t'as une... Dimitri, ceci est une chaise. Bon, bah alors, moi je me rapproche. Voilà. Je me sens très mal. Je me sens seul, esselé, loin comme ça. Mais- Je ramène tout ici. Bon, on Rejoins-nous. arrête de rire maintenant. Allez viens, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. C'est de la science. Il y a des gens qui sont en thèse, en master ici, et ça compte pour leur... Hein ça compte pas? Bah voyez là, donc faut être sérieux. Bon. Donc, le doute méthodologique. Je suis extrêmement fier de savoir qu'on est peut-être une excuse pour vous pour louper des cours. Personnellement, en tant que encore étudiant, ça me touche C'est beaucoup. filmé, Bled. Bon. Si on veut être invité après par les gens, on fait pas ça. Mais- Mon chèque, C'est parce que c'est intellectuellement et cognitivement extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. Je veux dire, vous Voilà. nous regardez en train de boire de l'eau et de galérer à la technique. Une excellente introduction à ce qui vous arrivera dans le monde des adultes. Hein. bon, voilà. Parfois, il arrive d'être charmant, mais je sais pas trouvé quand. Donc, je me tourne vers donc, nos éminents chercheurs, parce que nous, on n'est pas des vrais, mais on a Dimitri et Henri qui sont des vrais chercheurs. Et donc, je pense que ça leur est arrivé de se tromper dans leur travail, pas souvent, parce qu'ils sont très bons, ou alors au contraire, très souvent. Peut-être parce qu'ils sont très bons. Donc, j'aimerais Et c'est savoir- la preuve qu'ils sont encore meilleurs. Donc par rapport au d'abord on va parler du doute méthodologique, donc la méthode qui consiste à douter d'abord et donc en zététicien de renom qu'il est, j'aimerais que le professeur Brock nous parle de ce doute qui est à la base de la méthode scientifique en fait. Est-ce qu'on peut, alors là, au débeauté, allez on se lance, le doute comme outil de départ. Voilà, je doute que le micro fonctionne. Exact. Eh bien, on peut enchaîner avec ce qu'on a vu tout à l'heure, l'appareil Dolly. L'appareil Dolly qui n'explique pas les visages qu'on a vus. L'appareil Dolly, c'est juste le constat que l'on peut faire. Hein. Donc voilà, ça permet de douter déjà sur une première diapo qu'on vient de voir. Et il faut savoir que par rapport aux visages qu'on a reconnus, tout le monde a bien reconnu les visages, en fait c'est assez spécifique à l'être humain. Parce que depuis 2006, il y a eu des manips qui ont été faites et qui ont démontré, avec des traceurs, injection d'un petit traceur radioactif, et puis c'était à des macaques, mais on peut supposer que macaques et hommes, c'est pas très très loin. Donc les expériences, non, c'est vrai, les expériences étaient faites là-dessus. Et donc c'est des visages qui étaient projetés de temps en temps, mélangés à d'autres images. Et quand il y avait des visages qui passaient, c'était toujours les mêmes zones corticales qui étaient activées. Donc manifestement, ça montre qu'il y a des neurones spécifiques pour la reconnaissance des visages. C'est pour ça qu'on a tous tendance, on regarde les nuages, on a plus tendance à voir un visage qu'à voir une cafetière, par exemple. Donc du coup, il y a Pourtant ça fume. petit à petit la science qui progresse justement parce que des gars ont fait des manips, même si a priori ça paraît un petit peu bizarre d'aller se demander pourquoi quand on va projeter des images à des macaques, il va y avoir certaines zones activées. Et en fait, c'est fondamental parce que ça permet d'expliquer justement les principes qu'il y a derrière l'appareil Dolly. Et l'appareil Dolly, ça permet de comprendre qu'on voit des visages un petit peu partout, essentiellement des visages. L'être humain, il est fait de telle manière qu'on cherche à avoir du sens dans le double sens, hein, du sens aussi bien sens la flèche que le sens dans le sens signification, quoi. Donc dès qu'on voit un phénomène qui nous entoure, le cerveau, il cherche automatiquement, c'est un pur produit de l'évolution, disons, il cherche à essayer de comprendre quel est le patron, le pattern, la structure, hein. Donc quel est le patron qu'il y a derrière... Le signal dans le bruit. Ouais, c'est pas un signal, parce qu'un signal, ça veut dire qu'il y a une intentionnalité. Donc Donc physicien, il sait que c'est qu'un signal. Non mais bon, Tu as fait une C'est erreur le- et c'est bien. j'ai fait une erreur. c'est un patron, au sens le patron, quand à l'époque les gens, quand on faisait un costume et tout, il y avait un patron, tu as un petit découpage avec du papier, tu mets dessus, tu découpes, etc. Ça s'appelle un patron. C'est la structure qui va permettre de comprendre comment justement c'est structuré, quoi. Et donc à ce niveau-là, si on n'a pas un petit peu cette boucle de raisonnement qui fait qu'on essaye, et puis bon, de temps en temps on fait des erreurs, et puis on recommence, etc. Donc on fait ce qui s'appelle une induction, une déduction, une rétroaction. Bon, après ça fait joli, c'est des termes qu'on peut mettre hein, sur le raisonnement que l'on va faire. Mais grosso modo, ça veut dire on va faire une observation. Après, à partir de l'observation, on va essayer de faire une réflexion sur cette observation.
Et puis ensuite, on va faire une expérimentation. Si on n'a pas l'expérimentation, ça ne sert à rien. C'est bien joli, mais c'est des théories amusantes, c'est des hypothèses de salon, ce n'est pas des hypothèses, disons, scientifiques. Donc c'est cette boucle qui fait que chaque fois qu'on a des erreurs, du coup, on se rapproche un petit peu plus du point central. La vérité, entre guillemets, hein, le mot ne veut pas dire grand-chose, mais disons, on se rapproche de ça par essais et erreurs successifs. C'est le propre de l'homme, quoi, finalement. Et du coup, le doute, il est utile parce que c'est lui qui fait que, comme on doute, on va expérimenter. Oui. Et en science, c'est pas quasiment, c'est le seul processus autocorrectif de connaissance du monde. Il y a différents phénomènes, hein, ce qu'on appelle les champs cognitifs. Bon, ça peut même être le côté religieux ou comme ça. Il n'empêche que le seul qui porte des fruits, qui permet justement de faire évoluer un petit peu le monde dans son ensemble, en bien ou en mal, peu après ça se discute, hein, mais en tout cas qui permet d'amener des connaissances et qui permet de construire un corpus de plus en plus grand, c'est la science. C'est le seul processus autocorrectif qui par lui-même permet d'évoluer, et ça se fait par le doute et par l'erreur. Dimitri, oui, non, je découvre en même temps, c'est bien. c'est des choses, là c'est très spécifique. Non, là je pensais à un au truc, cerveau, mais par rapport à ces expériences sur les babouins, sur les macaques. Je sais pas, mais c'est un souvenir que j'ai perdu la voix, je suis désolé, ça fait plusieurs jours. Ça me faisait penser, alors je sais pas si ça a été avéré, le neurone Lady Gaga. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? L'expérience où justement ils ont réussi à partir de certaines images à localiser une zone précise qui s'allume dans le cerveau en disant tiens, à chaque fois qu'il y a ce portrait ou cette figure ou ce personnage, on a retrouvé cette zone qui s'illumine spécifiquement. Mais ça c'était il y a 1 ou 2 ans, c'est maintenant que ça me revient, du coup j'ai peut-être mon neurone qui s'active. Ça ne veut pas dire que tout le monde ici a forcément le même neurone qui est dédié à Lady Gaga. C'est pas ça que ça veut dire. Mais voilà, mais l'idée c'était que, il me semble, il faudrait vérifier, mais lorsqu'il y avait ce personnage qui était projeté, il y avait une zone spécifique qui s'allumait, et du coup les titres journalistiques, je sais que dans les médias il y avait eu le neurone Lady Gaga, le neurone, il y avait eu quelques petits trucs comme ça. Voilà, ça me faisait juste penser à ça, parce que du coup, je connaissais pas en détail. Voilà, bon, il y a une autre expérience que j'ai trouvée super intéressante, dont on parle dans certaines de nos conférences aussi. L'expérience qui a mis en évidence le fait qu'a priori le neurone la partie du cerveau qui est dévolue à la reconnaissance des visages se trouve dans l'hémisphère droit. Parce qu'on a fait des expériences sur des personnes atteintes de split brain, donc dont le corps calleux ne permet plus aux 2 hémisphères de communiquer. Et on leur a fait flasher, parce que faut savoir que l'hémisphère droit est relié au champ visuel gauche et que l'hémisphère gauche est relié au champ visuel droit. Et quand on fait flasher un tableau de Arcimboldo, c'est, vous savez, ce peintre qui a fait des tableaux de visages constitués de fruits. Des aubergines. Voilà, c'est extrêmement connu. Quand on fait flasher un tableau de ce type-là dans le champ visuel gauche, donc ça communique avec l'hémisphère droit, la personne voit des visages, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on fait flasher ce tableau dans son champ visuel droit, la personne voit des fruits et elle ne voit plus le visage. Donc le neurone Lady Gaga, s'il répond au visage, il est sûrement de ce côté-là. Ouais, du coup. J'en sais pas plus que ça, mais c'est... Moi, j'avais pas Cherchez-le entendu parler là, de ça, mais je ferai des recherches, je trouve ça intéressant. Ouais, qu'il y a des zones spécifiques qui s'activent. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont une vision monoculaire ? Alors, si leur corps calleux fonctionne, ça va. oui, vos hémisphères, ils communiquent normalement. On n'a que des personnes particulières dont le corps calleux a été coupé parce qu'ils ont des crises épileptiques ou parce qu'ils ont une maladie, c'est rare. En général, vos hémisphères communiquent très bien, n'ayez pas peur. Il y a plein d'expériences super intéressantes qui ont été menées sur le split brain et qui font... Il y a la plasticité cérébrale, hein, donc du coup tu reconstitues de l'autre côté. Donc voilà. Mais pour revenir au doute et à la saurais méthode, pas. donc ça, là on parle... Pardon, oui, quoi ? Tu m'as encore coupé, comme Mais je d'habitude. pensais que tu avais fini sur Archimboldo. Non, j'avais juste invité les gens à chercher les expériences qui ont été menées sur le split brain parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi le toucher qui rentre en compte dans certaines expériences et qui donne des résultats qui sont plutôt intéressants. Alors faire des recherches là-dessus, split brain experiment, c'est assez épatant et ça permet vraiment de remettre en question la perception qu'on a du monde. Parce que ça montre que à partir d'une perception imparfaite, on imagine un scénario cohérent qui donne du sens à ce qu'on a perçu, même si ça n'a rien à voir. Et voilà, donc vous irez voir. Et puis, Chercher les histoires de pelle à neige, c'est passionnant. Pelle à neige, ouais. Avec Je suis juste en train de faire le teasing de et l'expérience. de pieds de poule. Ouais. Voilà, bon. La perception, c'est pas l'observation, hein. Oui. La perception, c'est ce qu'on peut saisir par nos sens.
Et le problème, il est au passage de perception à observation. Observation, c'est quelque chose de construit que le cerveau commence à construire, d'accord ? Et donc, quand on fait une perception, on va percevoir par nos sens différents, peu importe, mais il n'empêche que c'est pas quelque chose de construit. Et le problème, souvent, ce qu'on appelle les illusions, les trucs que vous avez montrés tout à l'heure, hein, ça va intervenir au petit passage qui malheureusement est trop rapide la plupart du temps, entre justement la perception qui se fait par nos sens et puis l'observation. Et on va dire nos sens nous trompent, et nos sens ils nous trompent jamais, les sens ils font une perception, point. Et après c'est le jugement, c'est notre jugement derrière qui va intervenir, c'est-à-dire c'est l'encéphale qui va travailler et qui va en tirer une conclusion. Mais c'est deux choses différentes, hein. Il y a une petite expérience toute simple, vous prenez un bol, une casserole d'eau, vous la laissez dans la pièce à température ambiante. De l'autre côté, vous mettez une casserole qui sort du congélateur, donc des glaçons que vous laissez à peine réchauffer pour que ça devienne de l'eau glacée. Et là, vous mettez, allez, je vais être sympa, vous mettez 60-70 degrés, juste pour que ce soit chaud et pas trop. Non, mais jusqu'à 80-90, on peut y aller. Hein. Donc, et puis, vous mettez la main dans l'eau froide, vous allez dire c'est froid, vous mettez la main dans l'eau chaude, ok, c'est bon. Et puis après, les deux mains, vous les ramenez dans l'eau à température de la pièce. Vous avez la même perception, la température, donc la mesure, grosso modo, de l'agitation moléculaire, c'est la même. Le signal perçu le même. Dans un cas, vous allez dire c'est brûlant, dans l'autre cas, vous allez dire c'est glacé, quoi. Alors que vous êtes dans la même température. Donc c'est la grosse différence, elle est là, c'est entre la perception et l'observation. Comment bâtir une observation qui soit cohérente justement avec les perceptions qu'on a et essayer de comprendre. Et c'est là que souvent, malheureusement, le cerveau humain, par le fait qu'on a été, il y a, je sais pas, allez, à la louche, il faudrait demander à Denis, hein, mais 3 millions, donc sur le contrôle de Denis, 3 millions d'évolutions de l'être humain, à peu près bipède, ça a donné quoi ? Ça a donné qu'on a tendance justement à faire des sauts un peu rapides. Tout simplement pour rester en vie. Hein. Je veux dire, l'œil, le centre, on va voir les fréquences, on va voir les couleurs, si vous voulez, alors que la périphérie, il va percevoir plutôt le mouvement, le noir et blanc, la couleur, c'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que s'il y a des massues qui nous arrivent sur la tête, la couleur, on s'en fout, il vaut mieux voir la vitesse à laquelle ça arrive, quoi. Alors donc, que si elle arrive en face, c'est bien de l'avoir en couleur. Voilà. C'est vrai. Voilà, globalement, si vous êtes tous là, c'est que vos ancêtres ont survécu, donc bon. Oui, c'est plutôt fonctionnel dans la nature. Vous n'êtes pas trop mal foutu en termes d'organisme. Et je voulais dire un truc que j'ai totalement zappé. Oui, en fait, voilà. Donc, le doute, c'est, si on reprend un peu historiquement chez les philosophes, etc., le scepticisme est justement basé sur le fait que nos sens peuvent nous tromper, malgré ce que vous avez dit. Quand le sens fonctionne, mais dans la mesure où on va mal interpréter, on va se dire « Ah, mes sens me trompent ». C'est le cerveau qui se trompe. Le cerveau passe son temps à créer des représentations du monde, mais cette représentation, c'est pas le monde en lui-même. Voilà. Et en fait, on fait plein d'inférences. Donc, par exemple, l'inférence, c'est qu'à partir de 2 taches et un trait, on voit un visage. Et donc, on a plein de raccourcis, et donc on va avoir tendance à sauter sur les conclusions, parce qu'on adore ça. On adore conclure. Nous, les êtres humains, ça nous fait chier de faire des équations, mais conclure, on aime bien. C'est comme ça qu'on évolue. Alors, en général, on tombe juste. Parce que c'est plus souvent qu'on a un visage en face de nous plutôt qu'un concombre avec 2 trous. Hein, moi, ça m'arrive pas souvent. Donc, du coup, quand je vois un visage, en général, j'ai raison, c'en est un. Mais malgré tout, en science, on évolue avec des phénomènes qui ne sont pas ceux avec lesquels on a évolué, nous, pour les voir. Donc, en physique, il y a des échelles. Je pense qu'on pourra parler de physique quantique parce que, pour le coup, tout ce qui est infiniment petit ne fonctionne pas comme ce qui se passe à notre échelle. Du coup, l'intuition qu'on peut avoir pour comprendre, elle marche plus. C'est pour ça que la physique quantique, c'est extrêmement agaçant pour les gens qui font de la biologie, par exemple. Oui, et je pense aussi, c'est surtout aussi, il y a un héritage, parce qu'on est le résultat aussi d'une histoire. Et lorsqu'on voit des visages et que de l'autre côté, on réagit, si par exemple, je ne sais pas, moi, on se lève un matin, il fait bien noir, qu'en se levant, on voit un visage, alors que c'est peut-être nous, dans un miroir, on va avoir peut-être une réaction, on ne s'attend pas à voir quelqu'un, on va avoir une réaction, on va reconnaître immédiatement un visage. Mais derrière, c'est que le fait de le voir, le fait de l'interpréter comme un visage et donc d'interpréter une autre personne, c'est aussi lié derrière à une histoire. Et ça a permis de sauver beaucoup de gens, ça, dans le passé. Actuellement, c'est une chose, mais quand on est, on va dire, on est dans la nature, si on se lève un matin, qu'on se retrouve avec un visage devant soi, ça peut être aussi catastrophique si c'est pas une personne avec qui on s'entend bien, par exemple. Je prends vraiment le cas, on remonte à 10 000, à 15 000, à 50 000 ans. Donc du coup, ça peut permettre aussi, ça peut être un mécanisme aussi qui permet une adaptation permettant aussi de faire face à l'inconnu.
Il y a autre chose, il y a un truc dont on n'a pas parlé dans la théorie de l'esprit, c'est qu'on a dit à plusieurs reprises que le cerveau est un organe de la coopération et que ça permet de lire dans les pensées. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressant et qui est la corollaire du fait d'être capable de lire dans les pensées des autres, justement pour favoriser la coopération. Mais c'est aussi soi-même d'avoir des pensées qui sont plutôt transparentes. Quand on voit deux bichons frisés, globalement, les deux bichons se ressemblent, on n'est pas forcément capable de les différencier. Juste, on sait qu'ils Par sont contre- adorables et qu'ils produisent de l'ocytocine dans notre cerveau. Voilà. Ils ont hijacké notre cerveau pour qu'on produise de l'ocytocine pour les adorer. C'est Les vrai. petits bichons, c'est de la saloperie. Sale bête. Par contre, deux humains, on est parfaitement capable de les différencier et encore plus subtil que ça, on est capable de reconnaître une palette d'expressions qui est absolument immense. Du coup, on est capable de reconnaître si un humain va être agressif, s'il va être plutôt amical, et il va être capable de et les humains vont être capables de s'envoyer des signaux les uns aux autres pour favoriser cette coopération justement, grâce à la théorie de l'esprit. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a tendance à avoir des visages absolument partout, parce que ça nous a aidés dans le passé à survivre. Alors comme j'aimerais qu'on ait une session questions à la fin, on va avancer dans le thème, on va parler de l'erreur maintenant. Avant l'erreur, j'y pense. Alors, du coup, oui. par rapport même au doute, est-ce que finalement le doute a toujours été, en sciences biologiques je parle, parce qu'il y a le doute dans toutes les sciences, mais c'est ce que du coup j'avais essayé de faire, et comme j'ai pas beaucoup dormi, si vous voulez, je peux vous le passer. J'ai Ah oui, essayé ton de faire- épisode. Et oui, c'était pour ça aussi. On a un épisode spécial de la chaîne biologique. Et Bah, ouais. Vas-y. Non, en fait, ouais, il m'avait demandé de faire un petit épisode juste pour ce soir, en fait, une sorte de condensé. Le problème, c'est que comme je fais que de la biochimie en ce moment, faire de la biochimie, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu embêtant. Et du coup, je me suis dit, tiens, puisqu'on est sur l'erreur, la méthodologie, le doute, est-ce que, en termes de science, en termes de physiologie, en termes de biologie en général, il y a eu aussi ça? Et j'ai essayé de remonter un petit peu et de voir dans les personnages historiques. Et du coup, j'ai essayé de faire un condensé en 5 minutes. Si vous voulez, je peux vous le passer. Parce que du coup, je Est-ce que vous en avez envie? Oui. Ils ont répondu oui à 87%. Ah mais c'est une inférence très très intuitive de ma part. Ciao! Abonnez-vous! C'était vachement bien. Abonne-toi à ma chaîne. Bon, c'était pas évident parce qu'en fait, il fallait que, en l'espace de 2 semaines, créer l'épisode, faire des nouveaux cours pour les L1, puisque du coup, des super enseignants sont partis à la retraite, qui d'ailleurs est là ce soir. Merci Jean. Et en même temps, rendre toutes les copies et faire tout ci et tout ça. Donc du coup, voilà. Donc j'ai essayé de faire un truc j'ai essayé de faire un truc un peu condensé en liaison avec le thème. Voilà. Donc la suite, normalement, ça continue un petit peu plus, mais c'était pour pas trop vous gaver ce soir. Voilà. J'ai perdu ma belle Ah, image. il avec faut que le je parti. refasse le lien. D'accord, je Bah le fais. oui, tu vois, c'est... Comble en attendant. Nous sommes des professionnels. Donc on passe sur la partie sur l'erreur en tant que telle. Vous avez compris que le doute méthodologique est important en tant que première étape. D'abord, on doute du phénomène et on doute de son interprétation et on vérifie qu'on n'a pas tort. Et parfois, on se trompe quand même. Donc il y a peut-être, il y a beaucoup d'histoires d'erreurs en sciences. Là, je n'en ai pas en tête parce que j'ai pas pris de notes et là j'ai un trou parce que je suis impressionné parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais l'erreur en sciences, en biologie, en physique, on a eu plein de théories, de paradigmes. Donc un paradigme, c'est vraiment une vision du monde où tout est cohérent à peu près. Et puis un jour, ça marche plus. Non. Problème Non. de l'erreur. Voilà. Donc l'erreur en sciences. Quelle est sa place? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que, au contraire, l'erreur est féconde, etc. Je vous demande en fait. Là, Est-ce qu'en science on peut faire des erreurs? Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Pour ça, on peut prendre en fait des exemples. Il y a de nombreux exemples, mais un fameux qui a marqué un peu les esprits à l'époque, c'est par exemple, je pense à quelque chose qui a été enseigné par exemple en lycée pas mal de temps. C'est ce qu'on appelle par exemple l'East Side Story, par exemple, de Monsieur Yves Coppens. Est-ce que ça vous parle ça? Pas du tout. Du tout. Donc il faut se replonger en gros il y a 30 ans maintenant, c'est quasiment 30 ans, où en 1980, Yves Coppens, paléontologue, fait une magnifique synthèse en fait, de toutes les données de cette époque-là sur l'évolution humaine. Et à cette époque-là, à partir de toutes les données dont il dispose, eh bien, il y a la célèbre Lucie, je ne sais pas si vous connaissez, célèbre Australopithèque qui a été découvert, qui date à peu près 3,2 millions d'années actuellement.
Et elle rajeunit pas. Hein. Non, et au fur et à mesure des calibrages, ça pose. En plus. Ah purée. Peut-être pas une femme. Tout se perd. Lucie. Tout se perd. Et à partir de toutes ces données de l'époque, à savoir on a découvert du coup flûte. C'est parce que Toumaï, c'est ça, non? Ouh là là. Avant Oui. ça? Même c'est encore avant ça. 1980, on n'avait pas encore découvert Toumaï, on n'avait pas encore découvert Oroïne. Donc on était par rapport au registre fossile dans une histoire où en gros on pouvait indiquer que toute la diversification de la lignée humaine s'est faite à partir donc en Afrique, dans la partie est du rift des Afars. Donc en gros il faut prendre l'Afrique, vous prenez l'Afrique, vous descendez dans la partie est et les plus vieux fossiles amenant à la lignée humaine se trouvent tous à ce niveau-là. Tout allait bien jusqu'à ce que, même pas jusqu'à ce qu'en l'an 2000 on découvre d'autres fossiles, on trouve notamment Aurorine. Là ça va bien, il est toujours côté est, donc ça confirme, il est un tout petit peu plus vieux. Et le problème, c'est qu'en 2002, du coup, la théorie de l'histoire. Alors du coup, pardon, oui, je vais un peu vite. C'est l'émotion, il y a beaucoup de monde. Personne n'est perdu, tu n'as commis aucune erreur. Merci. Du coup, à cette époque-là, Monsieur Coppens donc établit à partir de tout ça, donc à savoir le fait qu'il y ait un ensemble de fossiles datant de 3 millions d'années, le fait qu'il y ait une zone géologique en distension avec énormément de rifting, donc géologiquement une zone qui est en voie de devenir un océan, avec en même temps donc tout un tas d'arguments liés à l'époque, qui indique que l'idée c'est la diversification humaine s'est faite à ce niveau-là. C'est-à-dire donc East Star History, donc c'est partie l'histoire de l'Est. Est de l'Afrique. Le problème c'est que en gros en 2002, ils découvrent un nouveau fossile, c'est donc l'équipe de monsieur Brunet de Poitiers, paléontologue, et le problème de ce fossile, c'est que on l'a appelé donc Toumaï, et Toumaï, il se trouve au Tchad. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve le Tchad. Indice, c'est pas à l'est. En gros, c'est à l'ouest, mais à 2500 bornes. Ouais, quand même. Donc c'est très très loin à l'ouest. Et le problème, c'est que en se trouvant à l'ouest à 2500 km, ça correspond plus du tout avec la théorie de l'époque, donc l'histoire, donc la synthèse globale qu'avait fait Yves Coppens en disant la radiation des humains s'est faite du côté est, puisqu'on a trouvé un type humain plus ancien, mais du côté ouest qui est encore plus vieux, qui est encore plus ancien. Donc là, du coup, beaucoup de gens ont dit il s'est trompé. Il s'est trompé, c'est faux. Il est nul. C'est pas est bien, nul, il faut le c'est brûler. une erreur. Et le problème, c'est que quand on dit ça, c'est qu'en fait, je pense qu'on n'a pas compris les sciences. Parce que, justement, l'idée des sciences, l'idée d'une théorie, et c'est hyper important, c'est d'être réfutable. Si c'est pas réfutable, ça s'appelle plus des sciences. Ça s'appelle autre chose. De la Ça fiction. peut s'appeler, je sais pas, un récit, ce que vous voulez. Mais c'est pas. Il faut que la théorie puisse être réfutable. Et justement, et ça c'est important, c'est que si on peut pas changer les choses, si c'est inscrit dans le marbre, c'est plus de la science. Donc l'idée d'erreur, qui a été donnée, c'est par des gens qui peut-être n'avaient pas compris ce qu'étaient les sciences. On a le droit de se tromper, bien sûr, et c'est là où il faut justement revoir et à nouveau. Changer. Objectivement, je crois que Yves Coppens aurait aimé avoir eu raison. Et que il aimerait avoir raison. Mais c'est même lui qui a financé. Hein. C'est lui qui a financé en l'an 2000 et en 2002 pour Toumaï Aurorine. C'est monsieur Coppens qui a financé en partie. C'est son métier. Mais parce qu'il est honnête dans son métier. Mais les individus, on aime bien avoir raison. Mais en science, celui qui va démonter une théorie, il est plus important que celui qui est à l'origine de la théorie. Parce que quand on démonte un truc qu'on croit être connu, on change la manière dont on voit le monde. Alors que lorsqu'on crée une théorie à partir de ce qui est déjà connu, à la limite, juste on peaufine ce qui est déjà connu. Oui. Donc, il y a des conséquences, mais voilà, celui qui va démonter une théorie, il est extrêmement important. Et le scientifique qui est détrompé, s'il est encore en vie à l'époque où sa théorie est détrompée, en général, si c'est un bon scientifique, il va dire merci beaucoup. Alors que dans d'autres domaines de l'activité humaine, quand on montre qu'un mec a tort, il ne va pas vous remercier. Ouais. Donc l'erreur, ça fait partie du travail et on va jamais jeter la pierre à celui qui s'est trompé.
Du coup, j'y pense. Tout à l'heure, Bastien m'a dit qu'on avait un micro qui était. Non, mais c'est après. D'accord. Voilà, on fait un peu le tour de table sur les thèmes, et après vous aurez la parole. Mais pour ça, on va accélérer un peu pour qu'on ait au moins une grosse demi-heure, 3/4 d'heure de débat. On va essayer, je sais pas, par rapport à l'horaire. Est-ce que, Henri, vous voulez rebondir sur l'erreur? Non, je pense que enfin, ça me paraît vraiment complet. Voilà, donc Vled, un mot. En musicologie, par exemple, Pas plus que. comme ça au hasard. Rien à préparer, donc est-ce que Je déplore malheureusement que la méthode scientifique n'est pas suffisamment développée en musicologie, en tout cas en France. Aux États-Unis, comme dans beaucoup de domaines de la recherche, ils font bien plus d'efforts à ce niveau-là. Donc je peux malheureusement beaucoup moins en parler. Mais voilà, bien souvent les travaux des musicologues sont des travaux ou bien d'analystes dans lesquels il y a une grosse part de subjectivité. Encore que, comme on développe de plus en plus l'implication cognitive et l'implication langagière de la musique, l'analyse commence à prendre un sens véritablement scientifique et c'est là que ça devient intéressant. Ou bien la musicologie peut aussi être historique et on sait qu'il y a une méthode scientifique dans les histoires. Donc oui, l'erreur existe aussi. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'on attribue des œuvres à un compositeur, notamment Bach. C'est hallucinant toutes les œuvres de Bach qu'il n'a pas écrites. dingue. Et en avançant dans la recherche, en faisant de plus en plus d'études comparatives entre les œuvres qu'on sait véritablement de Bach et les œuvres qui lui sont attribuées, on découvre de plus en plus de choses qui ne sont pas véritablement de lui. Parce que justement, avec les études de style, avec le fait de savoir que Bach composait de telle manière, qu'il y a certains éléments stylistiques qu'il n'utilisait pas, ou bien parce qu'à cette époque-là, ils étaient totalement absents, ou bien parce que lui ne les utilisait tout simplement pas. Quand on a une œuvre colossale comme celle de Bach, forcément, on a certaines choses qui vont finir par revenir, c'est plutôt logique. On finit par se rendre compte qu'il y a des éditeurs qui, pour se faire de l'argent sur le dos de Bach, parce que Bach était un compositeur quand même qui marchait extrêmement bien. Bankable à l'époque. Des gens ont pris certaines œuvres qui étaient des œuvres inconnues et ont foutu le nom de Bach par-dessus. Donc aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile de savoir quelles sont les œuvres qui sont effectivement de Bach et il y a beaucoup de recherches qui sont menées là-dessus, notamment par une société qui est uniquement dévolue à Bach. Et puis, à contrario, des fois, on trouve des œuvres anonymes et on se rend compte que, tiens, c'est du Bach dedans. Il y a notamment, dernièrement, une œuvre de Bach qu'on a retrouvée sur une carte d'anniversaire qui était adressée à l'un des dirigeants d'un Länder allemand, avec lequel Bach était ami et qui lui avait composé un petit truc comme ça sur sa carte d'anniversaire. Vous voyez ce qui se passe quand on prononce le mot musicologie en présence de Vled Tapas. Et c'est intéressant. On m'interroge sur la méthode scientifique appliquée à la musicologie. Moi, je peux bien expliquer. Et dans les sciences sociales, c'est quelque chose qui a... Ça se développe. J'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans la vraie science. Enfin, c'est pas que c'était pas le cas, mais disons qu'il n'y avait pas un recours à la réfutabilité systématique dans les sciences sociales, me semble-t-il, et maintenant c'est de plus en plus le cas. C'est de plus en plus, et notamment avec l'interconnectivité qui se met en place avec les autres sciences, notamment les sciences cognitives et les sciences du langage, qui sont de plus en plus développées dans les sciences humaines. Ouais. Juste peut-être un petit point que je voudrais souligner, c'est que très souvent quand on parle d'erreur, on a tendance à prendre le terme erreur au sens général, au sens classique, quoi. Mais il se trouve que le terme erreur en science, il a aussi une autre connotation, enfin même pas une connotation, un sens premier, et son sens premier c'est incertitude, c'est-à-dire que le terme erreur, malheureusement, il est souvent mal utilisé, y compris en science, quand on va parler... on va discuter, puis on va dire, tiens, là, il faut faire un calcul d'erreur. Ben non, c'est pas un calcul d'erreur, c'est un calcul d'incertitude. L'erreur n'a rien à voir, quoi. Donc il faut faire un calcul des écarts par rapport à la valeur vraie, si quelque part elle se trouve, quoi, cette valeur vraie. Et souvent, le problème, c'est cette espèce de confusion qu'il y a un peu dans les termes, un peu précis et exacts. C'est-à-dire, on peut faire des expériences, on doit mesurer, il y a une certaine valeur, quelque part, il y a la valeur vraie, et puis on va essayer d'atteindre cette valeur. Mais imaginez, vous tirez sur une cible, et puis vous êtes un très bon tireur, mais vous avez un fusil qui est un peu courbé. Ben, vous allez bien viser, chaque fois vous visez bien, mais vous allez avoir un résultat très précis de votre tir. C'est-à-dire toutes les balles seront groupées, mais malheureusement, elles ne seront pas dans la mouche, elles ne seront pas au centre de la cible. Donc vous avez un résultat qui sera précis, mais qui ne sera pas exact. Donc en fait, la précision, c'est finalement la mesure de la volonté qu'on met pour essayer d'améliorer la mesure. D'accord ? Alors que l'exactitude, c'est la valeur que l'on est censé trouver si jamais on fait une mesure vraiment parfaite. Mais une mesure parfaite, ça n'existe pas. Et le problème, c'est qu'on utilise souvent le terme erreur, alors qu'on devrait parler d'incertitude.
Donc des fois, il y a des manips qui sont faites et on regarde un petit peu. Bon, je ne veux pas parler style mémoire de l'eau ou un truc comme ça. Ils vont dire ouais, c'est des erreurs. Ben non, c'est pas des erreurs. Bon, là en plus les données étaient truquées, c'est encore pire que ça. Hein, donc c'est vraiment. On peut démontrer justement par un calcul d'incertitude et pas un calcul d'erreur. Oui. On peut montrer par un calcul d'incertitude que les données étaient truquées. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est de bien séparer, par exemple, précision et exactitude. Et c'est ça qui change quelquefois un petit peu la vision qu'on a. Et le problème, c'est que les termes n'ont quelquefois pas la même définition. Quand un physicien il va parler, il va parler de, je sais pas, de fluide ou de solide. On n'aura pas forcément en tête la même vision atomique, si on peut dire, que quelqu'un qui n'est pas physicien, qui aura une autre formation. Et pour lui, les mêmes mots, les mêmes termes auront un sens un petit peu différent. Donc déjà, il faut bien se mettre d'accord sur les termes sur lesquels on discute. L'idée de vérité, est-ce qu'il y a une vérité en science qui fait que, ou est-ce qu'il y a des angles de vue différents qui éclairent le réel, mais sous un angle un peu différent, ce qui fait qu'on a toujours une vision incomplète du réel. Je pense que c'est ça, en fait. Mais du coup, je vous soumets cette idée. On ne dispose pas de toutes les données, en fait. Hein. Voilà. Donc, est-ce que la science prétend donner la vérité à l'homme, à l'humain ? C'est presque une question rhétorique. Oui, je sais. Non, la science, de toute manière, c'est une approximation du réel. La science n'a pas vocation à être détentrice de vérité. Et de toute manière, ça n'est pas son rôle, comme ça a très bien été dit tout à l'heure. On a pu le croire dans le passé. Ouais, pardon ? Dans le passé, les gens cherchaient la vérité via la science. Maintenant, on a un peu fait le deuil de ça. Quoi. Ouais, mais la méthode scientifique n'est pas non plus hyper vieille. La science, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Est-ce que ça... Ne croisez pas les effluves. Pourquoi on n'a pas tous un micro ? Quand on dit la science prétend, un truc comme ça, déjà on ne peut pas la personnifier. Et puis après, dans le mot science, c'est pareil, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a science, il y a le corpus des connaissances, puis il y a science en tant que les scientifiques qui bossent dans le domaine des sciences, et puis il y a science, les applications que certains en font, et pas forcément les scientifiques. C'est ça. Donc là, on parle de la démarche scientifique, et pas de la communauté, et pas de la technologie, etc. Donc ça, c'est important, parce que dans la tête des gens, c'est souvent un peu mélangé. Là, on parle de la méthode, la démarche, qui est donc une manière de... Voilà, merci beaucoup, mais voilà, regarde, Henri. Non, mais c'était bon. Hein. Mais comme ça, ce sera toujours bon. Voilà. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut demander et qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à la science ? Voilà ma question, en fait, plus clairement. Dimitri, Henri, je vous en prie. Vous avez 2 heures. Je vais répéter ce que j'ai dit avant, une approximation du réel et guère plus. Et au final, le fait que tout ce qu'on puisse obtenir, c'est des approximations du réel, c'est pas forcément sclérosant, c'est même plutôt encourageant, ça veut dire qu'on peut toujours faire mieux. C'est ça. Ce qui est plutôt une bonne chose au final. On a évoqué le fait que c'est un processus qui est... On peut demander à la science. On peut demander à la science que les micros fonctionnent aussi, mais là ça marche pas. Non, mais c'est... On peut tout demander à la science, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément capable de répondre. C'est 2 choses différentes encore. Donc, 1, 2. Il n'y a pas de question prohibée, il n'y a pas de domaine prohibé. La science, elle a son domaine qui est soi-disant borné, mais borné, ça ne veut pas forcément dire avec des limites. Hein. Donc elle travaille sur le domaine naturel, entre guillemets, c'est-à-dire sur les choses palpables, physiquement mesurables. Enfin, moi je dis physiquement parce que je suis physicien, mais on peut dire biologiquement mesurables, etc. Hein. Donc elle travaille sur le concret. D'accord ? Donc, le matérialisme, voilà, d'être quelque chose de la matière. La démarche qu'il y a derrière, c'est ça. Et donc à partir du moment où on a éliminé tous les présupposés, disons, parapsychologiques, métaphysiques, etc., il n'y a pas de problème. La science, elle peut essayer de répondre à n'importe quelle question. Après, ça ne veut pas dire qu'elle en est capable. Alors, juste par rapport au matérialisme. Ce qui est bien, c'est qu'il a vu que j'allais parler, et du coup, il vient me couper la parole. C'est ce que font les mandax. Le mot matérialiste ne veut pas dire qu'on a tous une Rolex à 50 ans. Le matérialisme, c'est qu'on explique la nature par la nature. Donc c'est du matérialisme méthodique, pas un matérialisme idéologique. Au cas où il y en aurait 2-3 qui... Voilà, plus on avance dans les découvertes scientifiques et plus l'extra-corporel, entre guillemets, a tendance à reculer. Là, actuellement, on en est carrément à étudier les implications évolutives de la morale, par exemple. Et on aurait dit ça aux chercheurs d'il y a ne serait-ce que 50 ans, je crois que ça serait pas forcément super bien passé, ça. Donc le champ d'explication de la science s'élargit parce que on prétend souvent que la science ne répond pas au pourquoi, mais au comment. Sauf que lorsqu'on pose un pourquoi, souvent on pose un comment sans le savoir. Pourquoi est-ce qu'il y a la foudre ? Non, comment il y a la foudre ? Mais il y a 1000 ans, personne ne disait comment. Tout le monde disait pourquoi. Et il y a des questions à l'heure actuelle auxquelles qu'on va formuler en un pourquoi la vie, pourquoi tout cela, et la science va apporter une réponse sur un comment, et la réponse sera aussi valable. Après, en sciences de l'évolution,
il y a quand même il y a un grand champ de recherche lié au pourquoi quand même, dans le sens où le pourquoi c'est sur une structure, un process ou n'importe, où on se pose la question de l'origine et du maintien au cours du temps de cet organe, de son utilité. Donc c'est vrai qu'en biologie de l'évolution... Plus pourquoi en 2 mots du coup. Le pourquoi, voilà. Mais pas le pourquoi au sens téléologique. L'origine et le maintien, du coup, au cours du temps. Pourquoi cette structure est-elle finalement, au cours du temps, n'a pas été contre-sélectionnée, par exemple? Et parce que c'est vrai que le physiologiste, le biochimiste va s'interroger sur le comment ça fonctionne, comment ça marche. Mais après, je sais pas, je prends le cœur par exemple. Le cœur, on peut se demander à tous les niveaux de comment ça fonctionne, à quel niveau on peut descendre à toutes les échelles, comment c'est régulé et blabla. Mais on peut se demander aussi finalement la fonction cardiaque. Pourquoi est-ce que les organismes ont un cœur ? Et là, du coup, s'interroger sur l'origine de cette pompe cardiaque, ce que ça permet, ce que ça a permis. C'est pour les sentiments. Comment ? C'est pour les sentiments. Ah, pour les sentiments. Ce que ça a permis, et finalement, on peut très bien vivre sans cœur. Vous connaissez plein d'animaux qui n'ont pas de cœur, mais ceux qui en ont... Les chats. Il y en a plein. Il y en a plein à la télé. C'est vrai, et plein sur Internet aussi. Mais du coup, cette question, elle est assez légitime. En sens de l'évolution, voilà, sur origine et maintien. Mais du coup, ce pourquoi, mais c'est pas le pourquoi, c'est le pourquoi en termes même de déterminisme, les causes proximales et les causes plus ultimes. C'est-à-dire au cours du temps, pourquoi ce truc-là est toujours présent, ou pourquoi Le problème du pourquoi, c'est que tu veux faire les deux sens du pourquoi, c'est ça ? Oui, non, je vais juste dire, il faut vraiment insister sur le pourquoi en 2 mots et pas sombrer dans un finalisme de... Tout à fait, j'ai un nez pour porter mes lunettes. Oui, voilà, le raisonnement panglossien, quoi. Tout à fait. Parce que voilà, quand on demande pourquoi, on demande pour quelle cause ou à quelle fin. Et en français, et dans beaucoup de langues, les deux sens sont totalement en anglais, why et what for, c'est pas la même chose. Et la science répond au pour quelle raison, pour quelle cause, pas pour quel but. C'est ça. Voilà. Voilà le côté la finalité des choses. Tout à fait. Et donc, pour revenir un peu sur aussi, parce que parfois on peut accuser le discours qu'on a là d'être un scientisme. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que vous êtes scientiste parce que vous pensez que la science a toute cette place ? Henri ? Allez, je sens que ça va bien là. Moi, si on dit ça, plutôt je me marre, hein, je vois pas très bien. Non, on va rester là. Non, mais sérieusement, c'est une accusation, notamment chez les zététiciens, qu'on reçoit souvent. Vous êtes des scientistes. Bon. L'accusation de scientiste, souvent à la limite, surtout quand on s'intéresse aux phénomènes dits paranormaux, du coup, automatiquement, on se fait traiter de borné, enfin tout ce qu'il faut, dogmatique et tout. Alors qu'il suffit de regarder un petit peu, justement, quand il y a des phénomènes qui sortent de l'ordinaire, les premiers qui sont intéressés sont les scientifiques, quoi. Parce que justement, c'est attirant, c'est quelque chose de nouveau, de particulier, il y a peut-être une nouvelle théorie à bâtir dessus. Et ceux qui, par contre, ne changent pas, c'est les gars qui font encore tourner les tables ou qui font encore des moulages d'ectoplasme à l'heure actuelle, quoi. Donc ça veut dire que manifestement, le côté dogmatique, il est plutôt de leur côté. Donc se faire traiter de scientiste, je trouve ça relativement comique, quoi. À part que la connotation, là c'est pareil, c'est le mot qui a pris une connotation vraiment forte et un côté négatif. Mais sinon, moi ça me gêne pas du tout. Hein. Mais il n'y a pas que les on va dire ceux qui sont dans paranormal. Il y a aussi des gens en philosophie qui dénoncent un certain scientisme dans certaines sphères de la science. C'est un peu plus sérieux comme question. Dans ces cas-là. Parfois, ça marche. Et parfois, on est face à des gens, ça marche plus. Parfois, on est face à des gens. On est face à des gens, et parfois non. Mais voilà, qui pensent que la science peut répondre à absolument toutes les questions. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais pour certains, c'est une prétention trop forte pour la science. Alors, est-ce qu'à ça, on peut répondre ? Et après, on passera la parole au public pour... Franchement, je ne connais pas de scientifique qui dit que la science peut répondre à toutes les questions. Je veux dire, on peut poser toutes les questions, ça c'est une chose, mais répondre à toutes les questions, je n'ai pas encore trouvé un collègue qui dise ça. Ok. Donc, ce que n'est pas la science, ce sont les croyances, les dogmes. Une fois que croyances et dogmes, c'est écarté de la science, après, voilà, on a une méthodologie, on va pouvoir ensuite travailler avec rationalité, scepticisme, d'accord, explorer le monde à partir de faits naturels, mais toujours basé sans derrière tout un corpus de croyances ou de dogmes. Il faut juste écarter ça. Et surtout, pour finir, le terme de vérité en science, on sait toujours qu'on obtient une réponse qui est provisoire, qui marche dans un paradigme, dans un cadre... dans un contexte donné. Voilà, de théorie. Et on sait bien que dans 1000 ans... Il y a quelque chose de possible. C'est possible. Une théorie, elle est possible. On peut montrer qu'elle est fausse, ça c'est moins compliqué. Voilà. Mais montrer qu'elle est vraie, on ne le montrera jamais. Elle est possible, jusqu'à plus ample informé. C'est ça. Jusqu'à preuve du contraire,
qui est le leitmotiv de la science, je pense. C'est une bonne punchline. Est-ce que ça vous dit qu'on prenne quelques questions du public? Oui. Alors là, c'est vous, du coup. Donc il y a un micro. Ah bah non, il est là. Donc on va faire circuler le micro. Voilà. Moi, je peux bouger parce que moi j'ai le mien qui me suit. Donc mais si tu, allez, je me déplace. Ça va me faire un peu de sport. Il y a un monsieur avec une grosse barbe. Tu viens de ruiner l'équilibre qu'il y avait dans cette table. C'est pas vraiment une question, c'est une observation sur la notion d'erreur. Henri, tu as parfaitement montré la différence entre erreur et incertitude, mais moi je pense que vous avez généralisé la notion d'erreur un peu trop. Une erreur, pour moi, c'est pas la fausseté d'une théorie. Une théorie qui est comme disait Popper, falsifiée, enfin, ou qui est contredite par des nouvelles observations, c'est pas une erreur. L'erreur, elle serait d'avoir déduit faussement des choses à partir des observations connues à un moment donné. Coppens, il n'a pas fait d'erreur. Il a élaboré une théorie qui était fausse avec les données qu'il avait à ce moment-là. Oui. C'est le relais qui a été fait après au public. Donc ça, il faut bien comprendre que l'erreur, c'est quelque chose qui est en principe facilement détectable. Il faut reprendre les données, il faut suivre les raisonnements qui ont été faits, il faut voir à quel endroit il y a des données qui manquent ou des données qui ont été exclues de la théorie pour une raison ou pour une autre, parce que souvent on néglige certaines données parce qu'on voit bien qu'elles sont marginales et qu'elles vont nous poser des problèmes pour élaborer pas forcément au stade de la théorie, mais enfin une loi ou quelque chose, ou mettre en cohérence des observations, on met un peu de côté des observations, ça a été fait. On le sait, Bon, ça conduit effectivement à des erreurs. Bon, par contre, une fois que la loi est établie sur la base des observations à un moment T, elle est ce qu'elle est, et quand elle sera mise en contradiction avec des nouvelles observations, alors on pourra dire qu'elle était fausse, mais on ne dira pas qu'il y avait des erreurs. Ça, c'est une première observation. Je crois qu'on est d'accord, mais... Non, mais c'est que ça fait vendre. Le problème des mots, quoi. Ça fait vendre du papier, oui, mais bon... Et puis ça développe des polémiques. Ça, c'était un premier point. Un deuxième point aussi, je voudrais qu'on comprenne, enfin, vous l'avez un peu escamoté dans le fil disons, dans la dynamique de votre conférence, c'est le rôle de l'expérimentation. Parce que le schéma tel que vous l'avez développé à partir de l'histoire de Bernard, il est quand même un peu dépassé. Aujourd'hui, il y a des sciences qui ne permettent pas l'expérimentation. La paléontologie, elle ne permet pas d'expérimenter. Elle fait des prédictions. On ne peut pas expérimenter là-dessus. Il y a beaucoup de sciences où on ne peut pas expérimenter. Tout ce qu'on peut faire, c'est rechercher des nouvelles observations. Et là aussi, on tombe sur le problème, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des observations sans hypothèse préalable ? Là, je me tourne vers Henri. On avait l'air de partir que l'observation, c'était un fait qui se présentait à vous, disons, presque spontanément, quoi. Elles sont là, on a des observations. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on ait des observations. On a des observations parce qu'on observe quelque chose en fonction de ce qu'on veut voir. Ben ouais, exactement. Si on ne veut pas voir quelque chose, on ne le verra pas. J'ai bien dit tout à l'heure, il y a l'observation, la perception et l'observation. Et l'observation, c'est déjà la construction d'une perception. Donc on est déjà intervenu dessus, quoi. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il peut y avoir justement des problèmes. Donc c'est clair et net. Bien sûr. Ça va être très dur pour la caméra. Et elle peut déjà être faussée, quoi. Par le tri des données, comme tu dis, qu'il soit conscient ou inconscient, bien sûr. Et juste moi, pour rebondir juste sur le terme d'expérimentation en paléontologie, ça dépend ce qu'on met derrière le mot. Mais expérimentation, pour moi, lorsqu'on trouve un nouvel organisme qui était prévu par la théorie, on l'a expérimenté. C'est comme ça que j'entends, pas du tout. Pour moi, c'est contraindre le sujet d'observation à des conditions particulières. Faire varier un paramètre, par exemple. Ça veut dire qu'on expérimente qu'en laboratoire. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition. Ouais. D'accord. Là, on est dans des... Pour moi, on expérimente sur les idées aussi. Là, c'est une querelle lexicale. Je pense que vous êtes du même avis, en fait. Au lieu de dire expérimentation, il faut dire expérience. Daniel, si au lieu de dire expérimentation, tu dis expérience, là, c'est bon, parce que tu peux faire une expérience sur des étoiles lointaines et tu n'as pas besoin d'aller manipuler dessus. Donc, c'est encore une fois, il faut faire attention aux termes qu'on va utiliser. Et là, ce sont des expériences et il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, une question au fond. Il ne fallait pas appuyer sur le bouton, en fait, ça marchait bien. Moi, j'avais juste une question sur la définition des sciences. Tout à l'heure, vous avez parlé de la définition de ce qu'étaient les sciences, un petit peu.
Ma question, c'est quel est le statut des mathématiques? Est-ce que les mathématiques, c'est considéré comme une science ou pas? Il y a des mathématiciens dans la salle. Malheureusement, on n'a pas 6 heures. Mais partez pas, restez. Il s'en va, il On va en quitte trouver. la salle. Il lâche une bombe, il se casse. C'est un terroriste. Alors moi, rapidement, en 2 mots, pour avoir discuté avec des mathématiciens, justement, c'est la même question qu'on vient de dire. Est-ce qu'on peut expérimenter? Bah non, on a un cadre dans lequel on injecte des lois, on vérifie ce qui ressort, et c'est toujours vrai ou toujours faux. Enfin, Parce que mais ça ne dit rien sur le réel. Et à mon avis, peut-être que moi je vois les sciences disent des choses sur le réel. Et donc les maths, c'est une discipline, mais est-ce que c'est une science? Je n'en suis pas sûr, mais je n'ai pas d'avis plus que... Je vais rester sceptique. À ce tarif-là, est-ce qu'une thèse de médecine est une thèse de science? Parce qu'il n'y a pas nécessairement forcément Là, tu immensément vas de la vexer, recherche. là, tu vas la vexer. Là. Ah non, mais je veux dire, c'est comme pour les mathématiques, la question peut se poser, c'est vrai, et ben tout ça, c'est des questions de définition. Dimitri, Henri, sur les maths. C'est vaste, hein. Joker. Ça fait longtemps Voilà, que je c'est ne fais plus de compliqué. maths, moi. C'est une bonne question. Parce qu'on n'a pas de réponse, c'est une bonne question. Justement. Mais si les autres peuvent avoir des questions auxquelles on sait répondre, ça serait cool aussi. Et c'est pas grave, c'est pas parce que c'est pas une science que c'est pas pour autant quelque chose de noble. Hein. Oui, bonjour. Alors, c'est pas tant une question, c'est une remarque. Je suis en sciences humaines et j'ai une question C'est bien. Merci. Et, Il en fallait un. Non, en fait, du coup, je suis moins spécialisé en sciences, mais il y a... En fait, une chose qui me gêne, c'est qu'à chaque fois, on m'a souvent dit qu'effectivement, une théorie n'est vraie que tant qu'elle n'est pas démentie. Alors du coup, pourquoi continuer à s'appuyer sur cette théorie pour en émettre d'autres? Enfin, j'ai toujours eu du mal à... Par exemple, quand Ptolémée au IIe siècle a émis la théorie du géocentrisme, il a fallu attendre le XVIe siècle pour qu'on voit que c'était faux. Et du coup, on a eu plus de 10 siècles de théories qui se sont écroulées. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on continue à avancer sur le même modèle? Est-ce que vous avez mieux Parce qu'on proposé? n'a pas mieux, voilà. Juste, alors, une C'est phrase le, moins de- mauvais, c'est le moins mauvais modèle, parce qu'à ce moment-là, il y a notre, comment on pourrait dire, une autre facette qui intervient, c'est le principe de parcimonie des hypothèses. Donc on a 2 hypothèses devant nous, tant qu'il y en a une qui fonctionne et qui demande de faire appel à moins de paramètres, eh bien c'est celle-là qu'on va privilégier. Même si, malheureusement, au cours de l'histoire, on s'apercevra que ce n'était pas la bonne. Hein. Parce que, je veux dire, on a gardé la Terre au centre et le Soleil qui tourne autour. 5 siècles avant l'ère commune, il y avait déjà des Grecs qui avaient posé l'inverse. Ils faisaient déjà l'héliocentrisme. Il se trouve qu'ils n'ont pas amené les preuves pour. Donc là, on reste au niveau théorique, entre guillemets, ce qui n'a rien à voir avec une théorie qui est au-dessus des lois. Hein. On reste au niveau théorique. Et donc, tant qu'il n'y avait pas comment on pourrait dire, justement, le côté expérience, expérimentation qui permettait de conclure, d'accord, il se trouve qu'il fallait prendre l'hypothèse la plus simple. Et l'hypothèse la plus simple, il se trouve que ce n'est pas forcément l'hypothèse vraie, entre guillemets vraie, parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Il y a une phrase Et de- puis- de- Vas-y. Et puis la science progresse, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, la méthode scientifique telle qu'elle est connue actuellement, c'est quelque chose qui est au final plutôt récent. La recherche systématique de l'erreur, la méthode hypothético-déductive, c'est globalement des choses qui sont plutôt récentes. Peut-être qu'on va trouver mieux dans le futur que la même méthode hypothético-déductive, mais on est obligé d'avancer à tâtons vers mieux. Et en attendant d'avoir mieux, on a ça. Alors, je vais faire une citation, parce que j'aime les citations, c'est Churchill. Il a dit « La démocratie, c'est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. » La science, c'est pareil. C'est la pire solution qu'on a pour expliquer le monde, mais les autres sont pires. Enfin, c'est la mauvaise, mais les autres sont pires. Le mot pire est dangereux. On va la refaire. La science, c'est ce qu'il y a de plus mauvais, mais le reste, c'est pire. Voilà, mais je n'articule pas, donc je renonce. Mais la question est intéressante. D'accord, merci. Je pense à un truc aussi, c'est que changer de théorie, changer de paradigme, c'est aussi, quand on regarde le nombre de fois où le terme de paradigme sort dans les publications par an, on peut le faire sur des moteurs de recherche spécialisés sur les articles, c'est énorme. Dans les articles, le fait que les auteurs mentionnent, à partir de ma donnée, à partir de ma manip, ce que j'amène, là, du coup, on est dans le cadre, il faut changeons de paradigme. Et ça permet de laisser aussi une trace. Alors du coup, il y en a qui vont pousser dans ce sens-là, mais voilà, il faut que ce soit robuste le truc. Il faut qu'il y ait un consensus général qui fasse que d'un coup, on se dise ah ouais, là ça y est, on change de paradigme, quoi. J'avais l'exemple que vous développiez un moment. On est dans tant qu'on n'a pas découvert actuellement d'extraterrestres, par exemple, on est dans le système où il n'existe pas. Le jour où on découvrira une vie extraterrestre, quelque chose.
il faudra changer de paradigme. On ne sera plus dans le paradigme actuel, par exemple, sur ce point-là. Voilà. C'est un exemple. En gros, tout le monde cherche absolument à foutre en l'air ce qui existe déjà en termes de théorie. Tous les scientifiques qui sont dans cette salle, ils rêvent que d'une chose, c'est de casser une théorie. Comme Donc, ça, ils ton nom bossent est dessus, inscrit hein. après dedans. Bonjour. Donc, je suis doctorant en psychologie sociale. C'est pas grave. Et Il y en a des biens. Et donc j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, que la science devait s'émanciper des croyances, etc. Mais en psychologie sociale, notamment, on étudie les pratiques sociales, les croyances, pour ce qu'elles ont d'utile, leur utilité sociale. En quoi ça confère un avantage évolutif de croire? Eh oui. Est-ce que ça apporte un avantage sur la fitness? Est-ce que ça apporte un avantage sur la reproduction et la survie? Oui. Ben, Attendez, il a pas posé la question. Ah, encore. Non, mais c'est bien, t'es à fond, c'est bien. Donc par moi, exemple, j'allais enchaîner comme un connard. Par exemple, lire son horoscope tous les matins, c'est pas scientifique, mais ça a son utilité sociale. Ça permet de se rassurer sur ce qu'on est, etc. Alors, le problème, c'est que... Attends, est-ce que la question est posée encore? Non, pas encore. Essaye de la finir quand même. Dépêche-toi. Désolé. Et donc, est-ce que la science ne peut pas être vue comme une pratique sociale, une croyance la plus acceptée Est-ce que la science est une croyance comme une autre? Voilà, n'est pas une croyance comme une autre et ne peut pas être s'émanciper de cette notion de vérité et ne peut pas être vue dans... les théories ne peuvent pas être vues en termes d'utilité, de ce qu'elles ont d'utile socialement. Donc, on est à la limite du relativisme. Ouais, j'allais te dire, ouais. On est carrément dans le relativisme. Alors, on va pas être d'accord avec toi, mais je pense que les gens ont... comment on peut élaborer par rapport à ça? J'allais juste dire, le truc, c'est que la psychologie sociale, c'est une science de l'humain. C'est une science. Non, mais on étudie l'humain, et c'est une science de toute façon. Donc forcément, on va parler des croyances qui ont une place immense dans notre mode de fonctionnement humain. Mais les autres sciences n'ont pas à s'intéresser aux croyances. C'est pas leur rôle à elles, pour le coup. C'est pas la question. Non, mais c'est juste pour rebondir sur les sciences sociales et le fait qu'on fait rentrer les croyances dans les sciences, dans la psychologie sociale. C'est logique dans la psychologie sociale, ça ne l'est pas en biologie, par exemple. Oui, encore que ça pourrait s'étudier. Les croyances peuvent s'étudier comme tout le reste. Hein. Oui, et pour revenir à l'horoscope, même si ça fait plaisir à quelques personnes, le matin elles sont contentes parce qu'on les a caressées dans le sens du poil. Moi, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'on a un ancien président, François Mitterrand pour ne pas le nommer, qui décidait de dates de réunions internationales en fonction de l'horoscope que lui fallait Elisabeth Tessier. Donc ça nous concerne tous parce que c'était quand même un gars qui avait le pouvoir d'appuyer sur un bouton avec la force nucléaire française derrière. Donc ça veut dire que manifestement, quand il y a des têtes qui croient à des choses du style astrologie, alors qu'on peut démontrer quand même assez facilement que les fondements sont égaux à zéro, il n'y a rien derrière, mais il n'y a vraiment rien. C'est juste une question de nombril, quoi. Comme les gens ont tendance à s'intéresser à leur propre nombril, évidemment, toutes les étoiles focalisent sur une personne. Nous, notre individu, on a l'horoscope, on est content. Mais le fait qu'on soit content, ça amène aucune validité à ça, quoi. Donc ça veut dire, c'est pas parce que ça sert, disons, de dérivatif à quelques personnes, et tant mieux, ça peut les amuser ou un truc comme ça, c'est un motif de rencontre, on va demander de quel signe tu es, etc. C'est toujours bon pour accrocher, on est d'accord, il n'y a pas de problème, ça peut être utile, hein. J'ai déjà utilisé aussi ce genre de truc. Donc, cela dit, après on peut regarder qu'est-ce qu'il y a aussi derrière, quoi. Je veux dire, tirer les tarots ou autre, ça marche de la même manière. Donc il faut se rendre compte de quelle est l'utilité, disons, sociale qu'il peut y avoir derrière. Et puis, toujours pareil, il faut regarder les inconvénients qu'il y a. Et là, manifestement, il y a beaucoup d'inconvénients. Le problème, c'est, je crois, Jean Rostand, il a bien résumé la situation. Il expliquait que le problème, c'est pas de croire à l'astrologie, c'est ensuite de juger de choses sérieuses avec des têtes qui croient à l'astrologie. Je crois que ça va être la question en fait. Je crois que la question c'est est-ce que nous qui adoptons le point de vue scientifique, pardon mais j'aimerais revenir sur la question, elle est intéressante et je crois qu'on l'a un peu évité. C'est est-ce que nous on n'est pas dans une croyance puisqu'on adopte ce point de vue scientifique. Et bon. Ouais, mais là, voilà, c'est de la pensée hyper relative. Non, parce qu'une croyance, justement, on en parlait, une croyance ne se soumet pas à l'erreur. Une croyance ne cherche pas à être réfutée, une croyance cherche constamment à se confirmer. Et c'est la grosse différence entre une croyance et la science, justement. Voilà, nous on a résumé ça en recherche systématique de l'erreur. Et lorsqu'on cherche absolument à prouver qu'on a tort pour être sûr, on n'est plus dans la croyance, justement. Alors après, on est dans la croyance que cette méthode-là, elle fonctionne. Et in fine, comme on n'a pas de vérité absolue, peut-être que
il faudrait attendre qu'on ait une vérité absolue pour être hors de la croyance. Mais s'il faut vouloir ça, il faut vouloir du dogme. Et je crois que c'est pas une méthode rationnelle. Il faut vouloir quoi ? Il faut vouloir du dogme pour vouloir une vérité absolue. Or, on est hors du dogme puisqu'on est dans la méthode autocritique. Donc c'est une question insoluble, au final. Quand on aura la science absolue, on pourra savoir si la science est une croyance. Je sais pas si j'ai... Non ? La réponse vous convient ou on a les choux, hein? Bon. Où est le micro ? Là-bas ? Là. Bonsoir. Bonsoir Nicox. Bonsoir Nicox. On ne te connaît pas. Alors, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, qui est pourtant super intéressant, c'est la sérendipité. Comment, en cherchant quelque chose, on peut tomber sur autre chose, comme la découverte de la pénicilline et des choses comme ça. La sérendipité, alors en fait, ça vient de l'anglais serendipity, qui vient du perse, Sérendip, où on a une histoire avec les princes de Sérendip, qui sont 3 frères qui voyagent, et qui, en voyant des traces sur le sol, en voyant des branches brisées, quand ils croisent quelqu'un qui cherche son cheval, ils disent « Ah oui, c'est le cheval qui boite de l'épaule gauche, qui est chargé comme machin, et qui fait cette taille-là, et qui est brun, parce qu'ils ont pas le nom. » C'est des gens qui ont récolté des informations sur leur chemin, et qui en ont déduit des choses de manière très, avec beaucoup de sagacité. Donc la sérendipité, c'est faire une découverte alors qu'on faisait autre chose. Et par exemple, Ian Fleming... Christophe Colomb est un cas de sérendipité. Voilà, à la rigueur. Ian Fleming, qui a découvert la pénicilline en travaillant comme un sagouin et en rentrant chez lui, il a vu des moisissures. Il a vu que les moisissures tuaient les bactéries autour de ça. Donc voilà, c'est une erreur, peut-être, ça dépend comment on entend le mot. Mais surtout après, il y a tout un processus pour donner du sens à ça et essayer de le comprendre. Donc voilà, maintenant j'ai expliqué ce que c'est, je vous laisse je crois que c'est finalement, si on regarde un petit peu derrière, c'est tout simplement la démarche scientifique que les gars appliquent. C'est pour ceux qui sont fans de BD, je vous invite à lire Les Aventures de Ra, le fils des âges farouches, vous verrez, c'est absolument extraordinaire. Donc c'est l'homme préhistorique et puis qui fait des découvertes, et justement tout le long c'est ça quoi. Il fait des découvertes alors qu'il n'était pas sur ce sujet-là par définition. Il se balade, il a plu, il y a une feuille avec un petit trou, un truc comme ça, il y a une goutte d'eau qui se met dessus. Alors évidemment, il ne va pas parler de tension superficielle ou un truc comme ça, il ne sait pas encore à l'époque ce que c'est, il n'empêche que ça fait une belle bille ou une demi-bille grosso modo, il y a une fourmi qui passe dessous, et lui il voit une fourmi titanesque. Bon, il vient de découvrir le principe de la loupe. Donc c'est exactement ça qui se passe, et ça c'est la démarche du scientifique quoi, quel que soit le domaine. Donc moi je trouve qu'un des meilleurs trucs pour expliquer justement la science, et en particulier la physique, parce que c'est ma partie, c'est la BD Ra, franchement c'est extraordinaire, et on voit bien justement les découvertes qui se font par des petites manips très très simples de la vie de tous les jours. Le principe, c'est on peut toujours, avec des expériences simples, essayer de comprendre des phénomènes même qui paraissent compliqués. Alors évidemment, on ne va pas avoir les explications derrière avec les équations déjà, mais on va comprendre le phénomène, essayer de le saisir, de se l'approprier. Et après, on pourra, dans un labo, essayer de faire varier les paramètres pour essayer vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais le principe de base, à mon avis, de la découverte, ça a besoin finalement d'imagination, de folie, de science-fiction et tout. C'est ça que ça marche. Parce que là, on est dans le contexte, disons, de découverte. Après, là où on devient un peu plus sérieux, c'est dans le contexte de validation. Mais tant qu'on est dans le contexte de découverte, alors là, on peut faire ce qu'on veut. On peut fumer la moquette, on peut faire n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas un problème, quoi. Mais c'est 2 contextes différents. Et après, dans le contexte de validation, là, on devient un peu plus carré, et puis on essaie de bâtir une hypothèse, quoi. Libérez vos inférences. Mesdames et messieurs, Henri Brock vous invite à fumer la moquette. On a la trace. Il y a une anecdote qui m'amuse beaucoup dans le domaine de la sérendipité. Je crois que c'est la découverte des infrarouges, où donc pour calculer la température des différentes couleurs de la lumière, un scientifique avait placé différents thermomètres. Et il avait mis en dessous du rouge son thermomètre témoin. Donc derrière un prisme. Derrière un prisme, bien sûr, pour séparer la lumière. Et il avait mis son thermomètre témoin à côté du rouge normal pour voir la température réelle, de la pièce et de la lumière. Et il s'est rendu compte qu'en fait, son résultat continuait dans le sens de la lumière. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une lumière qu'il ne voyait pas, mais qui malgré tout existait. Qui chauffait le thermomètre. Qui chauffait malgré tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait absolument pas prévu dans son protocole, mais qu'il a découvert grâce à son thermomètre témoin. Voilà, les infrarouges, c'est ça. Oui, il me semble que c'est les infrarouges. Mais j'ai bien suivi alors, ok. Voilà, mais vérifiez, ne prenez pas cette information pour argent comptant, c'est quelque chose que je vous balance de mémoire. S'il vous plaît, pensez au doute méthodologique. Je vous le jette en touffe sans le mettre en bouquet, pour citer Rostand. Une question là-bas. Il y a du niveau. C'est pour revenir à la question précédente, en fait.
Si la science n'est pas une forme de croyance, pourquoi elle n'accepte pas deux hypothèses comme concomitantes par rapport à l'héliocentrisme dont il était question tout à l'heure? Vous avez dit que les deux hypothèses étaient concomitantes à une époque, et il y en a une qui a pris le dessus sur l'autre et qui s'est développée pendant plus de 10 siècles. Pourquoi deux hypothèses ne peuvent pas être concomitantes et travailler en simultané? Quand elles sont exclusives l'une de... Quand elles sont exclusives l'une de l'autre, c'est compliqué. Parce qu'après, il y a les rapports de force de la société, et là c'est plus du domaine des scientifiques. Là, après, il y a tout ce qui va être derrière, il y a le marketing des boîtes, etc. Même il y a 2000 ans, ça existait déjà. Hein. Il y a le fait que quand des temples étaient construits, il y avait des physiciens qui faisaient des mécanismes de manière que les portes s'ouvrent automatiquement sans que les prêtres touchent les portes. Donc ça faisait pas mal, ça jetait de l'impression. Du coup, la vulgarisation ne se faisait pas. Hein, parce que le savoir, c'était le pouvoir. Donc il n'était pas partagé. Donc des gars qui avaient manifestement des connaissances techniques et même déjà théoriques à l'époque, ne cherchaient pas à faire la diffusion. Donc après, ça c'est un problème de société, c'est autre chose. C'est comment la société est structurée, comment elle est organisée, est-ce que c'est un principe, je sais pas, royal, démocratique, etc. qui gère. Encore que là, il y aurait aussi beaucoup à dire. Hein, ça serait Mais la science n'est pas une démocratie. Non, pas du tout. Mais justement, c'est pour ça qu'après, ça ne relève plus du domaine de la science, entre guillemets, la science. Ça relève du domaine des scientifiques qui sont des humains, et les humains qui réagissent malheureusement comme des humains. Même les scientifiques ne sont pas 100% rationnels. Et comme en l'humain, et que quand on a une idée, on défend l'idée parce qu'elle est à nous, même si l'autre a raison, il faudrait qu'il nous le prouve très très fort avant qu'on l'accepte. Et peut-être que là, on a tous tort sur plein de choses. Il y a des reculs aussi. Hein. Il y a le fait, par exemple, il y avait deux hypothèses concomitantes, ok, mais après on a, par exemple, l'hypothèse d'Aristarque qui va l'emporter, mais sur peut-être 2 siècles, pas plus, quoi. Et puis après, il y a un retour en arrière, un retour vers les ténèbres, entre guillemets, si on peut dire comme ça. Et ça dépend du contexte social. Il se trouve que pendant que nous on avait peut-être le Moyen Âge, il y avait d'autres civilisations qui étaient beaucoup plus florissantes que l'Europe occidentale à l'époque. Donc après, ça dépend d'autres phénomènes. Et là, c'est des phénomènes de société, quoi. Oui, bonsoir. Je suis en master maths et vous avez parlé du cas très restreint et isolé des maths. Mais je voulais savoir comment vous expliquez que les grandes théories physiques, notamment, ou chimie, soient beaucoup basées sur les maths, même vachement abstraites, notamment la théorie d'Einstein avec la géométrie différentielle. Alors, je suis désolé que tu sois ostracisé, on n'a rien contre les mathématiciens. Non, pas du tout. On les aime bien. Ça, c'est la preuve, c'est que c'est un outil extrêmement précieux. C'est la question du pouvoir des maths pour expliquer le monde, en fait. Oui, c'est comment ça se projette vachement bien dans la physique au niveau des grandes théories d'aujourd'hui. Absolument aucune réponse. L'une des caractéristiques de la méthode scientifique, enfin en plus de la méthode hypothético-déductive, c'est aussi le potentiel de prédiction qu'on peut avoir par rapport à une chose. Et les mathématiques sont extrêmement utilisées dès qu'on veut commencer à faire des prédictions sur le réel. Et là, je pense qu'on est dans un des cas où les mathématiques ont été utilisées pour ça. Je sais pas ce que... Mais c'est vrai que à la limite, c'est très bluffant de se dire qu'avec un modèle mathématique, on peut prévoir l'exact d'une particule qu'on ne connaît pas encore. Et c'est 100% de maths. Et là, je vais laisser la parole au physicien parce que c'est quand même plus en physique qu'il y a des maths. En biologie, il y a beaucoup de choses, en écologie, etc. Mais, Dimitri, si tu veux parler, vas-y. Mais et c'est vrai que, par exemple, Étienne Klein fait pas mal de conférences là-dessus, sur comment on peut expliquer que les maths nous prédisent comment ça va marcher en réalité. Et à ma connaissance, il n'a pas de réponse. C'est juste qu'on se rend compte que ça marche. Et est-ce que les maths ont une réalité en dehors est-ce que c'est que de l'abstrait? Est-ce que les maths sont le produit de l'humain qui après, il s'avère que ça marche avec le réel? Ou est-ce que les maths ont une existence en tant que telle? Je sais qu'il y a différents courants de pensée. Là, c'est la philosophie. J'ai pas de réponse et personne n'en a, en fait. Alors, par contre, sur ça, moi, je pense à un lien, je peux pas te répondre. Par contre, si tu tapes sur YouTube Étienne Klein, tu tapes ta question, il a carrément fait une conférence qui dure 50 minutes dessus, et c'est juste, tu écoutes, tu comprends, tu es intelligent. Tu mets stop, tu dis c'était génial, je suis incapable de te redire quoi que ce soit. Mais c'est juste compréhensible sur le moment, c'est génial. Étienne Klein, l'importance des mathématiques en tant que langage, et justement, il développe cet aspect-là, moi je m'étais régalé. Mais là, du coup, tu vois, c'est sorti, désolé. Mais Étienne Klein, avec ta question, elle y est très très bien en plus. Une autre question. Une question. Oui, prédiction. Prévision. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être fait une bourde. Je pense que j'ai dit aussi prédiction.
Prévision et pas prédiction. Merci pour cette correction. Vu que c'est pas enregistré, vu comme le monsieur n'a pas de micro, effectivement, prédiction a été corrigée et remplacée par prévision, ce qui est beaucoup plus exact. On corrigera, on fera des annotations. Personne n'a rien vu. La question. Merci monsieur de la première question. Je voudrais juste rebondir sur 2-3 choses que vous avez dites. Vous avez dit tout à l'heure, la science n'a pas réponse à tout, mais elle peut se poser des questions surtout. Et juste il y a 2-3 minutes, vous avez semblé faire penser que en fait, le monde scientifique était à part de la société. Alors que pour moi, je pense que le monde scientifique est totalement inclus dans la société. Donc, ma question, comment la science bouge? Comment la science évolue? Est-ce que la science a besoin de donneurs d'ordre pour aller vers des sujets dans lesquels elle n'aurait pas pensé aller? J'ai regardé un petit peu votre fiche, par exemple Wikipédia, avant de venir à cette soirée, monsieur le professeur. Et, il ne fallait pas. Wikipédia, comment? c'est pas bien. Fallait pas. La fiche Wikipédia de monsieur Brock n'est pas à jour. Ah bon, et il me l'a dit lui-même, mais il ne veut pas la mettre à jour. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Mais vous parliez tout à l'heure, vous avez attaqué par exemple l'astrologie, toutes ces choses-là, mais est-ce qu'un jour, si la science, le monde scientifique avait un donneur d'ordre important qui lui disait « il faut que vous prouviez que l'astrologie est une vraie science », vous seriez obligé de le faire? Bah, on pourrait essayer, mais on n'y arriverait pas en tout cas. Pour ça, il faut quand même trouver des arguments et des preuves. Donc, Non, d'abord, on n'attaque pas l'astrologie. Hein. C'est toujours une formulation côté négatif pour les scientifiques. On veut démonter les phénomènes paranormaux, on attaque l'astrologie, etc. Non, pas du tout. Il y a un phénomène, on s'y intéresse et on essaie de voir si ça repose sur des bases qui sont correctes ou non. Dans ce cas-là, on peut démontrer que les bases ne le sont pas, quoi. Hein. Donc on ne va pas se lancer dans un cours, disons, des bases de l'astrologie, mais franchement, on peut démontrer que ça ne fonctionne pas et on peut expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Après, on peut expliquer pourquoi l'horoscope, lui, il fonctionne. C'est deux choses différentes. Est-ce que l'horoscope a des succès? Pas de problème. Mais moi, je me suis déjà installé comme voyant, je le faisais au niveau de mes étudiants, 70% de succès. Et pourtant, j'avais le chapeau zététicien, donc c'est une mauvaise présentation pour faire de l'astrologie, disons. Mais il n'empêche que ça marche. Hein. Donc c'est des petits effets classiques, l'effet Puy, l'effet Barnum, l'effet Forer. On fait des phrases creuses et puis c'est bon, il suffit simplement, on met une chose et son contraire, on caresse un peu plus dans le sens positif, évidemment, que négatif, etc. C'est ça, par contre, on sait pourquoi. Comment ça marche. C'est ça qui intéresse. On sait pourquoi, on sait comment ça fonctionne. Maintenant, j'ai zappé la deuxième partie de votre... Mais la science fait partie de la société, la science elle est partie intégrée, et à partir du moment où elle est faite par des scientifiques, après ça pose un autre problème, c'est la manière dont, à l'heure actuelle, parce que ça a changé il y a peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années, ou disons, oui pas plus, 25 ans, quelque chose comme ça, où ça a changé, c'est le pilotage qui se fait un petit peu par l'aval, mais là on va rentrer dans un autre domaine qui est plus vraiment le domaine des sciences eux-mêmes, à savoir que, grosso modo, maintenant c'est publier ou périr, alors qu'avant, bon, il y avait quelques publications qui se faisaient et qui étaient peut-être un peu plus significatives. Maintenant, c'est la course à la publication. Et puis, il y a une manière un peu, comment on pourrait dire, c'est le marketing qui intervient derrière, de présentation. Alors évidemment, ça peut être vraiment intéressant. Bon, il y a la sonde de Rosetta qui se balade et tout. Donc du coup, bon, ça va amener pas mal de médias à s'intéresser à des recherches qui sont faites. Ces recherches sont vraiment intéressantes et vraiment pertinentes, en tout cas pour le sujet qu'elles poursuivent. Il n'empêche qu'on voit bien que maintenant, ce qui se fait, on diminue les crédits. Et le problème, c'est que la diminution, quand vous avez de l'eau ici, il suffit qu'on vous en enlève un peu. Et à ce moment-là, l'inverse, on vous en rajoute, on vous noie, là, vous respirez, quoi. Donc avec une petite variation, on arrive à piloter. Enfin, on n'arrive pas à piloter, on arrive à faire que les labos se pilotent eux-mêmes. C'est-à-dire que les sujets, au lieu qu'ils soient libres, et c'est ça le principe de la science, c'est que la science doit être libre les chercheurs, hein, quand je dis la science, dans ce cas-là, c'est les chercheurs, ils doivent être libres de chercher, quel que soit le domaine, même des trucs qui paraissent farfelus a priori, parce que quelquefois, c'est dans des domaines comme ça qu'on va trouver vraiment des choses pertinentes. Et à l'heure actuelle, malheureusement, mais là on rentre dans un domaine politique, à savoir que, eh bien, les principes généraux de la recherche, ils sont dictés. C'est-à-dire que les chercheurs ne peuvent plus faire la recherche sur les thèmes qu'ils veulent. Donc il y a des thématiques qui sont quasiment obligatoires si vous voulez obtenir des crédits. Et ça, évidemment, ça fausse tout. Alors c'est bien sympa pour maintenant, mais dans 20 ans ou 25 ans, malheureusement, on verra le retour de manivelle, c'est-à-dire qu'on aura un trou dans les découvertes, parce que justement, on va pouvoir cibler que sur des trucs à court terme, des brevets, des trucs un peu, des applications techniques, quoi, mercantiles, hein, finalement, parce que c'est ça qu'il y a derrière, quoi. Et là c'est un autre débat. Tu veux la faire celle-là, vas-y. Non, je sais pas, j'allais juste te dire que de toute manière, même si effectivement, je veux dire, l'argent domine, hein, on en est arrivé à ce point-là, en dépit du fait qu'il y a des gens qui pilotent, la science, pas les scientifiques, la science, la méthode scientifique demeure telle qu'elle est. Ça fait des années que certaines industries pharmaceutiques
dont on ne va pas donner le nom, essaye de prouver l'efficacité de l'homéopathie, il n'y a aucune étude qui va dans ce sens-là, parce que les scientifiques font leur travail, ils font les manips qu'on leur demande de faire. De temps en temps, mais elles sont de très mauvaise qualité. Elles sont de très mauvaise qualité, soit de falsifiées, soit de dues au hasard. Mais bon, le consensus scientifique indique que malgré tout l'argent qui est mis dans cette recherche-là, ça marche pas. Donc on a beau avoir des gens aux commandes, c'est pas eux qui commandent la science, ils commandent les recherches qui sont menées. Et avant de passer la parole pour la seconde question, il y a l'expression science appliquée, recherche appliquée. Oui, la science appliquée et science fondamentale. Je me demande si ça a un sens. Même chose. Quand on fait de la recherche, c'est pour trouver ce qu'on ne connaît pas. Si on sait avant ce qu'on doit trouver, comment l'appliquer, je ne sais pas comment on fait de la science. Donc, et ça fait 20-30 ans qu'on a décidé de tout miser sur la recherche appliquée parce qu'on veut de la technologie, on veut des téléphones. Mais les téléphones, on les a parce qu'il y a 40 ans, on faisait de la recherche fondamentale. Et dans 40 ans, on va en baver parce qu'on n'en fait plus. Voilà, c'était le coup de gueule de ce soir. Bonsoir. Moi, en fait, je voulais vous interpeller par rapport au fait que vous êtes des youtubeurs et vous faites donc une forme d'éducation populaire, je ne me trompe pas. Vous avez envie de toucher un public assez large. Et donc, j'ai écouté votre podcast avec Jacques Grimaud sur la révélation des pyramides. Et il fallait la poser, je pense, ce soir. Laissez-nous tranquille avec Jacques Grimaud. Non, mais justement, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous pensez, à quel point vous pensez que c'est utile pour lutter contre justement des croyances comme ça, mais avec l'homéopathie, c'est pareil, l'astrologie, la révélation des pyramides. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller au front attaquer vraiment la personne même, qui de toute façon, par des processus, vous en parlez dans vos vidéos, de dissonance cognitive, va s'accrocher, va nier la réalité des preuves scientifiques. Est-ce que la communauté, par exemple, qui croit à Jacques Grimaud va pas être encore plus renforcée malgré ça? Mais est-ce que vous n'allez pas y gagner dans un autre côté avec plein de gens peut-être qui étaient dans le doute, qui disaient Jacques Grimaud dit pas que des conneries, qui disaient oui mais aussi les scientifiques disaient des choses intéressantes sur les pyramides. Bon, grâce à votre intervention, des gens dans le doute vont effectivement, je pense, plus souvent se ranger du côté de la science. Mais des forcenés défenseurs de Jacques Grimaud vont peut-être encore plus dire il y a les vilains scientifiques scientistes, pas scientologues, et du coup être encore plus renforcés dans la révélation des pyramides et vraiment créer une forte division qui peut s'aggraver avec le temps. Voilà. Donc est-ce que l'expérience que vous avez faite, vous avez envie de la réitérer, d'aller vraiment au front, frontalement attaquer des gens comme Grimaud, des gros représentants de l'homéopathie, de l'astrologie, etc. Voilà. On va faire très vite. Parce que c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de réponse simple. En effet, on n'a pas fait l'émission en tant qu'un débat. On n'a pas débattu pour le convaincre. On savait que c'était pas possible. On savait qu'on pourrait pas. On n'a pas cherché à convaincre ceux qui le croient fermement. C'était impossible. En revanche, je pense que les 3/4 des gens qui ont vu le film, donc vous ne connaissez pas, ça s'appelle La Révélation des pyramides. On vous explique que les pyramides c'est trop parfait. Franchement, et puis en plus ça mesure pile 5,0006, etc. machin. Donc c'est trop précis, carrément. Et donc forcément ça ne peut pas les éviter parce qu'ils étaient trop cons. Donc c'est forcément quelqu'un d'autre. Je résume à la grosse bouche. Donc on nous dit, ça ne peut pas être eux. C'est forcément un peuple qui a disparu, les Atlantes. Le film ne le dit pas, mais Grimaud le dit dans ses conférences. Voilà. Et donc du coup, et là c'est un archétype total de tout ce qui existe comme sophisme. Et on l'a en France. En France, c'est un des plus beaux exemples de rhétorique pourrie. Donc on l'a invité pour voir s'il était conscient des questions qu'on peut se poser et voir s'il avait des réponses. On se rend compte qu'il n'a aucune réponse à rien du tout. Et je pense que les 3/4 des gens qui ont vu le film et qui ne savent pas ce qu'il y a derrière vont peut-être se poser des questions par rapport à ça. Mais c'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'inviter le gonze et lui dire bon alors, vous dites que les bébés pèsent 3,14 kg et mesurent 52,36 cm, donc pi en kilos et la coude égyptienne en mètres. Et en fait, quand on regarde l'OMS, c'est faux. Bon, mais il dit non, en fait, c'est les mesures de l'Antiquité qui ne sont pas trouvables parce que lui, il les a trouvées dans sa boule de cristal. Donc, forcément, on n'a eu aucune réponse. Et j'espère que les gens ont conscience qu'il faut être capable de poser les questions. Et ça, on fera d'autres émissions avec d'autres gens pour revenir dessus. Le face-à-face tout seul, c'est stérile, tout seul, si on fait que ça. Mais c'est important de montrer qu'on pouvait l'inviter, qu'on pouvait le respecter en tant qu'individu. On ne l'a pas attaqué. Si vous allez voir, vous allez voir que l'inverse n'est pas totalement... Oui, non, mais dans la démarche, c'était difficile nerveusement. C'était compliqué. Hein. Alors, il y a des clans. Il y a aussi le fait que Grimaud est un bretteur assez exceptionnel, qui a notamment fait, je m'en suis rendu compte au revisionnage, mais je m'en suis pas rendu compte quand j'ai fait le truc, de manière
systématique, quasi systématique. Quand on lui coupait la parole, il disait « Vous arrêtez pas de me couper la parole ». Chose que nous n'avons jamais fait, alors qu'il nous a coupé la parole bien plus souvent. Mais en faisant ça, il a attiré l'attention de l'auditeur sur le fait que nous lui coupions la parole. Et donc, in fine, les gens ont eu l'impression qu'on lui avait beaucoup plus coupé la parole. C'est très, très fin comme manière de faire. Et du coup, pour certaines personnes, on a passé pour les méchants. Oui, et le film en tant que tel est un exemple magnifique de manipulation. Ah oui, c'est du grand art sophistique. Hein. On vous raconte une histoire et on a envie d'y croire. Même moi, quand j'ai vu le film, la première fois, je me suis dit, mais c'est Stargate. Et j'ai cru que le monsieur était compétent. Voilà. J'ai cru qu'il avait fait des recherches. J'ai cru qu'il savait de quoi il parlait. Et on a creusé. Pour répondre à ta question, il y a un gros. On a plus ou moins lancé le débat dans la communauté sceptique. Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Il y a plus ou moins le pousser et le tirer. Il y a le fait de penser à court terme et penser à long terme. En faisant ça, on a eu envie d'agir à court terme sur les personnes qui sont dans le doute. Mais il y en a d'autres qui vont vouloir agir à long terme, qui vont vouloir agir sur les raisons pour lesquelles ça a été fait, qui vont vouloir être beaucoup plus dans le compromis. Et qui du coup vont laisser les gens qui sont dans le doute parce qu'ils vont pas vouloir donner la parole à Grimaud. Ouais. Nous, on pense qu'il faut aussi faire ça, mais il y a débat. Il n'y a pas une seule bonne méthode. La zététique, c'est une constellation de méthodes. C'est pas une vérité absolue. Juste un petit point de complément. À mon avis, ça pose vraiment un problème quand il y a des débats. Quelle que soit la manière dont ils sont organisés, quand c'est comme ça où on se trouve, ça m'est arrivé moi plusieurs fois, maintenant je refuse. Donc le principe, c'est quand on va se retrouver à débattre par exemple avec un astrologue, quoi qu'on dise, de toute manière bon, déjà des émissions en direct il n'y en a plus, avant il y en avait une ou deux, pas plus, et vous avez des bouquins qui parlent d'émissions qui ont eu lieu et qui traitent le sujet comme si c'était des émissions en direct, alors que c'est pas le cas du tout. Il y a eu montage, et quand il y a montage, il peut y avoir trucage, c'est-à-dire vous citez des exemples, ils sont éliminés, etc. Donc déjà, de voir comment ça se passe, c'est déjà ça, il faut y penser. Et ensuite, le principe de débattre, bon, par exemple, on vous demande de débattre avec un astrologue, vous allez vous retrouver un pour un. Quoi que vous fassiez, même si le gars en face, à la limite, il peut avoir des arguments, mais bidon complet, même lui se mélanger les pinceaux et tout, de toute manière, vous êtes à 50-50. Donc moi, je sais que maintenant, j'ai une position, je refuse systématiquement d'y aller, sauf si, par exemple, dans votre débat d'astrologie, on me met 20 ou 30 astrologues en face. Je refuse d'y aller un pour un. 1 contre 20 ou 30, ça ne me gêne pas, là, j'y vais. Mais le problème, c'est quand on vous met 1 pour 1. Parce que dans l'esprit des téléspectateurs, ce que vous allez avoir automatiquement, c'est grosso modo, c'est un effet bof, ce qu'on appelle un effet bof, on ne s'est pas séparé, on ne connaît pas le sujet, donc grosso modo, on accorde 50%, 50%. C'est-à-dire que ce que vous allez dire après avoir finalement bossé pendant 10 ans ou 15 ans le sujet et essayé d'amener vraiment des informations précises, et vous avez un autre gars en face qui manifestement ne connaît même pas son propre sujet et il dit n'importe quoi, eh bien pour le téléspectateur, c'est 50-50. Donc ça sert à rien. Donc moi je pense que quand on organise quelque chose comme ça, il faut disons avoir 20 parapsychologues et un scientifique en face, et pas 1 pour 1, quoi. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on regarde un petit peu les sondages qui sont faits par des gros organismes, CNRS, etc., Fondation EDF, le journal Le Monde et tout, on s'aperçoit que les croyances en France, si on parle en France, sont relativement bien développées. Donc, et contrairement à ce qu'on pense, c'est directement proportionnel au niveau d'études. J'ai pas dit inversement proportionnel, directement proportionnel au niveau d'études. Donc là, ça montre que manifestement, directement proportionnel au niveau d'études. Pour la partie phénomènes paranormaux, c'est vraiment croissant. Pour la partie licence, après ça baisse un petit peu, je crois. Alors ça baisse un petit peu pour ceux qui ont une formation supérieure scientifique. Ah voilà. Mais dont la valeur moyenne reste quand même supérieure à la valeur moyenne française de croyance. Donc manifestement, il y a un problème là-dessus. Donc c'est plus un problème des principes éducatifs qu'il y a derrière. Embêtant. En fait, c'est vraiment compliqué. Tu as évoqué ce qui est à mon avis l'un des pires ennemis actuels de la zététique, c'est le relativisme ambiant qui a lieu sur toutes les idées se valent. Hélas, non. C'est pas de bol, mais des fois les gens ont tort. Donc sur Grimaud, voilà, allez voir, faites-vous une idée, c'est un très très bel exemple pour faire la liste de tous les sophismes. C'est magnifique. Dans la course actuelle pour la publication, on a tendance à publier que des résultats de choses qui fonctionnent. Oui. Est-ce que ça a une incidence, premièrement, sur la construction d'une théorie, de ne pas publier les choses qui ne fonctionnent pas ? La première question. Et deuxièmement, on n'a pas du tout abordé, en parlant d'erreurs, des notions d'erreur alpha et bêta, d'incertitude alpha et bêta en fait. Et finalement, c'est quelque chose qu'on utilise quand on a déjà une idée un peu préconçue.
C'est-à-dire, de dire ça devrait, c'est faux alors que ça devrait être vrai, ça c'est vrai alors que ça devrait être faux. Voilà, ma question c'est, premièrement, est-ce que les théories seraient différentes si on publiait aussi ce qui ne marche pas? Et deuxièmement, quelle est l'influence d'avoir toujours cette idée de il faut que ça marche sur nos connaissances? Il y a deux aspects. Sur le erreur bêta, erreur alpha, c'est faux positif ou négatif. En vrai, tu as posé deux questions, c'est perfide. Alors, c'est vrai que en biologie, après je ne sais pas trop c'est très compliqué, vous faites une expérience, ça ne marche pas, vous avez une hypothèse, telle molécule a tel effet, ça ne marche pas, est-ce que vous publiez? Non. Voilà, donc vous remballez, etc. parce que c'est difficile. Donc il faudrait créer... C'est une blague de couleur de labo. Il faudrait créer un journal d'un résultat négatif. Le journal ferait ça tous les jours. Et on aurait, voilà, si quelqu'un développait un site internet pour permettre de mettre en ligne tous les résultats négatifs, le mec fait fortune. Hein. Parce qu'il y a des chercheurs qui attendent que ça. Alors, le but, c'est pas d'en faire de l'argent non plus. Hein. Non, mais juste pour dire que les chercheurs n'attendent que ça. En revanche, là où je suis moins d'accord, et je passerai la parole à mes collègues, c'est que si on a un résultat qui invalide une théorie, c'est un résultat positif. En soi, puisque ça apporte une information nouvelle. Alors que si vous avez une hypothèse et qu'elle n'est pas validée, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, juste que vous ne l'avez pas validée. Donc on peut avoir quelque chose qui casse une théorie, mais c'est positif en tant que résultat. De la même manière que dans un débat, celui qui gagne cognitivement, c'est celui qui a changé d'avis. C'est pas celui qui a eu l'ascendant sur l'autre, entre guillemets. On est dissipé ce soir. Oui, là, il y a encore. Oui, dans les débats, après, il y a les théories compétitives et théories concurrentielles. Souvent, c'est pas la même chose. Il suffit de regarder quelques débats qu'on voit en ce moment. Clairement, oui. Vous avez A et B qui débattent. A va chercher à montrer que B a tort et il va y arriver. Il va le démontrer avec des arguments. À ce moment-là, il lève les bras. Il dit vous avez vu, j'ai raison. Ben non, il n'a pas forcément raison. Il a juste montré que son opposant avait tort. Et comme ils ne sont pas dans des théories contradictoires, mais dans des théories concurrentielles, ça ne prouve pas que lui, il a raison. Après, je reviens à la partie sur les résultats négatifs non démontrés. Effectivement, il y en a dans tous les domaines. Alors moi, je connais plutôt les domaines, disons, parapsychologiques, etc. Et on voit des théories qui traînent toujours à l'heure actuelle où, soi-disant, la perception extrasensorielle aurait été démontrée. Et pourquoi? Avec des chercheurs de bonne foi, hein, même dans ce domaine, il y en a, effectivement, mais qui refusent. Il y a des principes dans les revues, c'est de ne pas publier les résultats négatifs. Et donc, du coup, forcément, il n'y a que les résultats positifs qui sortent. Et donc, les revues ne parlent que de ces résultats. Donc il y a des domaines qui se créent. On va créer la licornologie, par exemple. Il n'y a aucun problème, c'est sûr. On peut montrer que tous les matins, dans mon jardin, il y a une licorne blanche qui passe, quoi. À partir du moment où il n'y a pas les résultats négatifs qui sont publiés, à ce moment-là, on crée une nouvelle science, quoi. La parapsychologie, etc. Et malheureusement, c'est un effet délétère, hein, de ne pas publier les résultats négatifs, quoi. Et c'est une bonne question, pour le coup. Et du coup, même, il y a certaines manips qui vont être faites plusieurs fois dans différents labos parce que les labos ne savent pas que ça a déjà été... Et du coup, c'est un réel problème pour la recherche en général. Et il y a même des trucs, du coup, certaines réussites accidentelles dues au hasard. Par exemple, dernièrement, il y a une étude qui a démontré, je crois, que l'acupuncture avait un effet sur la douleur. Je crois que ça a été infirmé par la suite, mais comme l'étude qui a été publiée, c'est celle qui disait que ça avait un effet sur la douleur, et c'est ce que les gens retiennent. C'est bien ça qui est... Alors là, j'ai pas tout entendu, hein, parce qu'on organisait la suite avec le repas. Mais voilà, il me semble effectivement que... Et ce genre de choses, ça arrive tout le temps, parce que justement, il y a la politique du publisher perish et du il faut produire des choses... Absolument. Qui sont sclérosantes. Et les médias qui sont derrière, qui ne sautent que sur les résultats dits positifs et pas sur les résultats négatifs. Hein. On s'est même retrouvé, par exemple, les lignes à très haute tension qui ont été classées cancérogènes possibles par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alors que c'est basé sur une publication. Il suffit de reprendre un petit peu les statistiques et on s'aperçoit que les chiffres, c'est pas ça du tout. Au contraire, avec les propres chiffres de cette publication, Draper et compagnie, hein, c'est eux qui ont publié, on peut montrer l'inverse, quoi. Donc c'est aberrant, quoi. C'est-à-dire on a un bruit de fond avec justement la marge d'incertitude qu'il y a. Il se trouve que comme il y a eu plusieurs médias qui ont repris cette publication et qui ont dit voilà, les lignes à haute tension provoquent les leucémies chez les enfants, du coup l'OMS a sauté dessus et je veux dire c'est quand même fou, c'est classé cancérogène, quoi. C'est le principe de précaution sur lequel il y aurait beaucoup à dire. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Oui, principe de précaution. Alors malheureusement on va s'arrêter pour les questions parce que c'est l'heure. Alors je me tourne quand même vers les gens ici, si vous avez un mot de la fin. Une idée, dernière idée sur laquelle il faut partir. Voilà. Quelle idée doivent emporter les gens avec eux ce soir? Plantez-vous, c'est pas grave. Posez-vous des questions. Henri, pas de mot de la fin? Le doute libère, donc doutez.
Voilà, restez sceptiques. Et je passe la parole à Emilien qui a organisé avec Bastien tout ça. Donc j'aimerais qu'on applaudisse Bastien, Emilien et Chloé et les autres.